Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence-Based Physio Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Thomas Latière. Bonjour Thomas, Salut Guillaume, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ouais, ça fait toujours bizarre, on discute depuis quelques minutes et je te demande... ouais, ça me fait à chaque fois. Écoute, ça va aussi, je te remercie. Je te remercie. Est-ce que tu veux bien te présenter aux personnes qui ne te connaissent peut-être pas? Probablement. Du coup, moi je m'appelle donc Thomas Latière, comme Guillaume l'a dit. Je suis kiné de formation initiale en ce moment je suis enseignant à mi-temps au département de kiné à l'université de Grenoble et en thèse à mi-temps au laboratoire TIMC sous la direction de Nicolas Pinceau de l'université de Grenoble et David Beard de l'université d'Oxford. Et mon sujet, c'est la construction et l'évaluation clinique et médico-économique de parcours de soins pour les pathologies non traumatiques de l'épaule. En gros, euh, quand on a mal à l'épaule et que c'est pas lié à un traumatisme, quel parcours les patients utilisent, et puis évaluer ça à la fois d'un point de vue clinique et d'un point de vue médico-économique. Ok, Voilà. merci. Et donc du coup, tu disais... alors, je pense qu'un certain nombre de personnes connaissent Nicolas Pinceau. C'était le tout premier épisode Mm. du podcast avec Nicolas. Et ça fait un petit moment maintenant. Et tu disais à Oxford, ton référent, c'est... Il s'appelle David Beard, et c'est un kiné à la base, et il a fait de la recherche, c'est un Britannique, et il a fait de la recherche, je crois sa thèse c'était en Australie, et en fait maintenant il dirige pour le moment on va dire l'équipe d'évaluation chirurgicale, donc plutôt les essais cliniques sur la chirurgie orthopédique à Oxford. Et Ok, je crois que c'est une thèse honorifique en chirurgie orthopédique pour des travaux sur le ligament croisé. Et du coup, lui, on va dire, c'est un chef de recherche dans un département de chirurgie orthopédique. ok, ça Voilà. marche. Et comment t'as fait pour être encadré par ce gars-là? Hum, Enfin, je sais pas si ouais, après ouais. si c'est un... Non, ben, en gros, j'écoute d'autres podcasts que l'Evidence-Based Physio podcast. Et du coup, j'ai écouté un Physio Matters podcast, donc avec Jack Chu et Jack March au Royaume-Uni. Et en fait, ils ont interviewé David, c'était en 2019, juste après la publication de l'étude CISO qui comparait les décompressions sous-acromiales au placebo et à l'absence de traitement. Et pour les pathologies non, pour les conflits sous-acromiaux, c'était ça le terme utilisé. Donc en fait, j'ai écouté ce podcast, j'ai écouté le parcours de David et son intervention, notamment sur les interventions en sciences de la rééducation enfin bref, les difficultés d'évaluer la rééducation par du randomisé contrôlé. Euh, et, euh, et bref, ça me paraissait hyper intéressant. Puis j'ai avancé sur la construction de mon projet de thèse, qui a démarré, qui était embryonnaire en 2019 à l'époque. Et, euh, et au moment où j'avais un projet ficelé, que j'ai réussi à réunir des financements, je me suis dit que peut-être ça pouvait être une personne qui était compétente pour notamment un des deux projets que j'avais sous le coude. Et puis voilà, donc j'ai pris contact avec son secrétariat et j'ai demandé un rendez-vous. Puis on a échangé. Et quelques mois plus tard, il était co-directeur. Ok, Voilà. il a accepté, ok, bah bien joué. C'est intéressant de voir des initiatives en fait monter un sujet qui nous passionne. Parfois on est prêt à faire des trucs, aller assez loin et c'est vrai que dans ce milieu-là, parfois, moi ça m'évoque un peu le fait, à l'agence on a contacté des personnes au départ, on se disait: «Bon, tu pars, ils me connaissent pas, est-ce qu'ils voudraient t'intéresser pour travailler avec nous?» Et en fait, souvent ces gens-là, c'est des passionnés d'avoir affaire à des personnes qui s'intéressent à leur travail, qui vont dans ce sens-là et cetera. Ils sont ravis de pouvoir aider Complètement. et souvent c'est des personnes, assez humbles et souvent des belles personnes aussi donc souvent des belles rencontres. Après bon, Ouais, on passe complètement. dessus. Moi, c'était ça. Et puis, euh, c'est aussi que en France, pour la recherche en sciences de la rééducation, c'est plutôt, on va dire, récent. Enfin, il y en a depuis des années, mais c'est en train de se structurer, c'est en train de vraiment pousser, j'ai l'impression, là, peut-être dans la dernière décennie.
et du coup, je suis pas sûr que j'aurais pu trouver, enfin, en tout cas, à ma connaissance, je connais pas d'universitaire qui aurait pu m'encadrer avec une valence spécifique, sur, ce type d'évaluation-là et sur, de l'épaule et du médico-éco et cetera. Donc, c'était aussi, je suis allé chercher la compétence, où elle était, et à nouveau, je veux pas faire d'impair si jamais, quelqu'un bosse très fort sur le sujet et pouvait encadrer de la recherche évidemment, hein, mais enfin une thèse, mais en tout cas, c'était aussi ça mon point de vue. C'est je me suis dit: «Chouette, c'est possible de faire, avec quelqu'un qui a tout un système derrière lui et tout un modèle, beaucoup plus pérennisé que ce qu'on a en France pour le moment en rééducation». Ouais, super. Puis c'est ce qui pourra c'est ces démarches-là qui pourront faire enfin, favoriser le fait que ça soit le cas également en France, hein, et puis, même si c'est le cas en France ou si ça existe déjà, le fait de s'enrichir aussi de d'autres points de vue, tout ça ça a plein d'intérêt. Complètement. OK, bon, bah, écoute, merci, pour ces infos sur ton parcours. Hem, Est-ce que tu peux nous présenter là, du coup, l'article dont tu avais envie de parler, aujourd'hui? Ouais, je remonte, sur le double écran. Du coup, c'est un article, le 1er auteur s'appelle, heu, Garibaldi, Ricardo de son prénom. Il s'appelle Conservative Management versus Surgical Repair in the Degenerative Rotator Cuff Tears, a Systematic Review and Meta-Analysis. Donc en gros, c'est une revue systématique avec méta-analyse, donc avec une synthèse quantitative des résultats, dans une population de pathologies de coiffe qu'ils ont appelé dégénératif, ce sera peut-être un sujet à discuter tout Mmh. à l'heure, et dans laquelle, dans cette revue et méta-analyse, il compare le traitement dit conservateur et des traitements chirurgicaux pour la coiffe. Et, Oui, qu'est-ce donc qui m'a c'est plutôt récent. Vas-y, C'est vas-y, je continue. 2021, publié en 2021. Je crois que c'était, je me suis pris des petites notes, 31 mai 2020, le dernier article inclus. 30 mai, Ouais, pardon, ça OK, s'arrête au 30, le mois de mai. ouais. Je Heu, sais que j'avais déjà consulté une revue systématique sur le sujet et effectivement elle était plus ancienne. Donc moi c'est un sujet où je me suis beaucoup intéressé, à une période de mon master et ça fait un petit peu plus longtemps. Donc là ça faisait une petite mise à jour, c'était intéressant de voir, où ça en était là, sur ce thème-là précis. Bah, j'ai Hem, choisi cet article en fait parmi plein d'autres. En fait, je suis parti d'une revue qui m'avait intrigué. C'est, pareil, hein, je regarde toujours mes notes, mais Schmucker en 2020, qui évaluait cette fois des ruptures complètes de coiffe, et je suis parti là en me disant: Dans tous les cas, enfin dans le cadre de ma thèse, c'était un temps intéressant à faire pour moi de brasser, un peu, de voir les cadres conceptuels et les revues qu'il y avait sur le sujet, et du coup, j'ai fait une revue, rapide de la littérature et notamment des revues systématiques, et j'en ai trouvé, entre 2020 et aujourd'hui, du coup 2, 4, 6, avec des petites subtilités à chaque fois sur quelle était la population incluse, mais globalement, c'était toujours comparé du conservateur au chirurgical. Donc mmh, c'est assez intéressant. Puis j'en avais identifié 2 de plus par la suite en 2018 et 2019. Donc à nouveau, globalement, il y a eu beaucoup de revues, beaucoup de synthèses de données et pas tant de production de données finalement sur le sujet. Il y a plein de gens qui sont intéressés à se demander, ce que les résultats disaient, mais pas à en produire. Et bon, pareil, ça va être un sujet de débat, je pense, pour plus tard, mais ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que je me disais, bon, on peut en parler même maintenant si tu veux, hein, mais enfin, sauf si tu veux qu'on fasse un certain ordre, mais ouais, mais c'est ce que je me dis aussi, c'est que dans cette revue thématique que j'avais lue, je pense le seul article qui est pas mentionné là, c'était le dernier de Musmayer et ouais, tous les autres, ils étaient mentionnés et donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, il y a pas grand-chose de très neuf, en fait» et et ça, c'est vrai que c'est un des problèmes, alors je sais pas là, mais par exemple, quand, moi j'ai fait mon master à Brighton et ça reste pas facile. Donc pour le devoir de fin de master, il faut que ce soit un travail de recherche et ça reste vraiment pas facile d'inclure des gens et donc du coup, la tendance à te guider vers de la revue systématique, elle est assez forte parce que tu évites, tout ce qui est, comité d'éthique et cetera. Les bon, en plus, vu que c'était en Grande-Bretagne avec le Brexit et cetera, enfin, la seule manière que j'aurais pu, ça aurait été d'inclure des étudiants de la fac, mais par rapport à mon sujet, bah, c'était pas évident. Enfin bon, bref et donc au final, tout ça, ça fait qu'on se retrouve alors, bah, il y a plein d'autres raisons sans doute, mais parfois avec pas mal de revues systématiques, mais pas de production de nouveaux, nouvel essai randomisé contrôlé ou ce genre de choses
et heu et c'est vrai que, bah, sur ce sujet, c'est quand même une grosse question qui se pose souvent de, OK, coiffe, enfin, déchirure de coiffe, on va rarement la peine, mais non traumatique, est-ce que, il faut opérer? Est-ce qu'il faut pas opérer? Est-ce que le traitement conservateur est suffisant? Et donc là, on voit qu'il y a plein de gens qui se posent cette question, qui essaient d'y répondre avec les données de la littérature, mais du coup, ça fait un petit enfin, ce serait intéressant si la littérature pouvait nous offrir plus de données. Ouais, complètement. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses, donc du coup, elles ont été publiées, la majorité c'était entre 2020 et 2022, mais plutôt 2020-21, il y en a eu 3 de publiés, non 4 de publiés sur les 6, que j'ai identifiés là. Et du coup, à mon avis, c'est aussi qu'à un moment, il y a eu un espèce d'appétence pour ce truc-là, et du coup, il y a plein de chercheurs qui se sont pas forcément mis tous au Ouais, courant les uns des autres, qui sont partis sur la même question de recherche, la même problématique, et du coup, qui ont voulu y répondre un peu dans la même période. Et c'est pour ça que les revues, elles sont toutes publiées aussi dans des dates assez proches, probablement qu'elles ont été conduites en parallèle pour certains et certaines. Et bah, ça soulève une limite méthodologique de cette étude-là, hein, c'est que il n'y avait pas de protocole enregistré pour la revue sur une base de données de protocole, ce qui est un biais méthodologique majeur. Et en termes de transparence et de réplicabilité, enfin, c'est questionnant. Et du coup, peut-être que si tous les protocoles avaient été enregistrés, bah, la deuxième équipe aurait pas refait la même chose que la première avait soumis sur une base de données de protocole. Donc il y a aussi ils ce ont point-là raison. là, qui est soulevé par ça, malheureusement. Mais bon, Ouais, c'est fait maintenant. ouais. Après bon, ça démontre, l'importance de la question. À la limite, Ouais, s'il y a autant de production là-dessus, c'est que la question est d'importance ouais, pour je pas mal pense. de gens. Je suis d'accord avec toi. Et puis après, il y a alors effectivement, il y a des c'est un gros biais méthodologique. Maintenant, attention, parce que je sais que moi, il y a eu une époque où, c'était un peu du genre, bah, dès qu'il y a un gros biais, c'est bon, ça m'intéresse pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas voir ce qu'il y a dans l'article et du coup, c'est juste les conclusions qu'on peut en tirer, bah, on tient compte de ce biais-là, mais c'est pas parce qu'il y a ce biais-là qu'il faut tout jeter, quoi. Ouais, Ça peut être complètement, un hein. piège. L'idée, c'est vraiment pas de mettre à la poubelle tout l'article, sinon, enfin, en fait, j'aurais pas proposé Ouais, non, la clairement. discussion aujourd'hui, hein. Mais c'est sûr que enfin, faut en avoir conscience, et que, bon, Ouais, dans tous les cas, j'ai envie de dire, on essaie de s'approcher de la «perfection» entre guillemets quand on produit un travail de recherche, et c'est, je crois, difficile d'y arriver. Donc, et a fortiori avec les moyens qu'on a souvent, que ce soit pendant un master ou même en thèse, on a des moyens limités, du temps limité, des ressources humaines limitées, et du coup, bah, on fait pas des miracles non plus, quoi. non, tu fais au mieux. Bah, bon, ouais, ouais, c'était pour pas que les gens y partent tout de suite, mais c'est aussi pour que Mmh. non, non, c'est aussi pour mettre des limites parfois parce que ça a trop vite fait parfois de mettre des critiques, en disant: «Oui, mais en fait, ce truc-là m'intéresse pas parce que ça». En fait, non, l'idée c'est, on a conscience de la limitation et déjà c'est est-ce que, dans la façon dont l'article est écrit ou, par rapport aux conclusions, est-ce qu'ils en tiennent vraiment compte? Est-ce qu'ils le rappellent et est-ce qu'on peut interpréter le résultat à, en fonction de ces limitations-là? Et puis après voilà, on s'en fait son avis et puis on voit ce qu'on veut faire avec, quoi. Donc, Complètement, complètement. Puis, ouais. à nouveau, il y avait, je pense, 2 points majeurs. J'ai passé la revue à l'AMSTAR, qui est un outil d'évaluation des risques de biais des revues systématiques, et du coup, il y avait tout un tas d'autres points qui avaient été conduits selon les recommandations méthodologiques. Donc à nouveau, pas de c'est juste ce point-là qui ressort, et qui est non négligeable, mais qui remet pas en cause la qualité de tout le reste du travail, loin de Ouais, là. Et hem ouais. Bah, vas-y, et sur, bah, à nouveau, enfin, et puis, sur, par rapport à ce qu'on évoquait, enfin, j'ai co mon initiation à la recherche, elle s'est faite pendant ma formation initiale, parce que, j'ai fait un mémoire de recherche comme plein d'étudiants en kiné, pour, valider mon diplôme d'État. Mais, en fait, ensuite, disons la première expérience, et quand je voulais me spécialiser et préparer, enfin, travailler davantage sur les pôles,
Et démarrer une thèse, c'était une revue parce qu'en fait, effectivement, il y a besoin éventuellement d'un copain ou une copine pour trier les articles, extraire les données, analyser les risques de biais, etc. Mais ça se fait entre guillemets à coût zéro, c'est du temps humain. Et du coup, c'est possible, c'est faisable à mettre en place. Et du coup, après, ben, c'est toujours le ratio, je trouve, euh, entre la faisabilité d'une part, qui est le point indispensable, mais aussi la pertinence clinique et scientifique de la question. La pertinence clinique, je pense qu'elle était là pour ces articles-là. C'est pour ça, comme tu disais, qu'il y avait en fait, qu'il y a eu plein d'auteurs qui sont intéressés à des questions très 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 proches dans une période de temps restreinte. Et la pertinence scientifique, c'est toujours discutable. La conclusion de pas mal, c'est il nous faudrait des données de meilleure qualité. Mais ça, c'est un peu la maraude, quoi. C'est le truc, la rengaine habituelle à la fin d'une revue. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on fait ou on fait pas s'il n'y a pas une pertinence scientifique. J'ai une collègue à la fac qui donne les cours de stats et qui dit que si on prend la littérature pourrie, en gros, avec des abricots pourris, on va faire du jus d'abricot pourri et ou du nectar éventuellement, mais le fait de passer plein de données qui sont d'une qualité modérée ou faible, du coup, ça améliore pas la qualité, faire une synthèse de choses biaisées, en fait, on peut pas en faire une conclusion super robuste. Donc là, je pense que c'était pas le cas. Enfin, ils ont sélectionné plutôt du randomisé, enfin que du randomisé contrôlé. Donc pour cet article, à nouveau, c'était plutôt qualitatif, quoi, hein, les données sources. Mais, euh, Oui. mais parfois, en fait, du coup, c'est vrai que ça pourrait mériter de se retenir de faire une revue systématique au titre de l'absence de pertinence scientifique. Et, euh, mais bon, Ouais, c'est sûr. Bon, après, c'est une conclusion en soi, mais ouais, ça dépend. C'est bon. Après, faut pas que tout le monde la recommence. Mais bon, c'est voilà. Après, c'est dans le process, normalement, il y a des choses pour éviter ça. Bon, dans tous les cas, alors, par rapport à cet article-là, est-ce que parfois tu as envie de commencer sur ce qu'ils ont identifié? Euh, on peut commencer par présenter rapidement la méthodo, quoi, ce qu'ils avaient prévu de Ouais, regarder. Comme ça, on cible un peu quelle était la question, puis après, on pourra discuter des réponses qu'ils ont ouais, proposées. Euh, du coup, donc c'est une revue qui est parue dans euh, la revue européenne des sciences médicales et pharmacologiques en 2021. Les auteurs principaux, donc du coup, j'ai noté le premier et le dernier, mais il y a donc Riccardo Carlo Garibaldi qui travaille à l'hôpital de Martigny en Suisse, et le dernier auteur, c'est Berardo Di Matteo de qui est un chirurgien, lui, euh, d'un hôpital de recherche qui s'appelle Humanitas à Milan. Euh, et donc, ils ont conduit une recherche de toute la littérature publiée entre 90 jusqu'au 30 mai 2020 dans les bases de données PubMed, Scopus et Web of Science. Euh, Ce qu'ils ont sélectionné comme méthodologie, c'était des essais randomisés contrôlés de niveau 1 ou 2 euh, et pour une population qui était euh, touchée par ce qu'ils ont appelé des degenerative rotator cuff tests, donc des ruptures dégénératives de la coiffe des rotateurs. Je ne sais pas si tu veux qu'on fasse une pause là-dessus maintenant, parce qu'il y avait un point qu'ils ont débattu aussi dans la discussion de l'article sur cette population-là. bah vas-y, Ok. précise, ouais. Donc en gros, la question c'est, et ils le soulignent dans leur discussion, c'est qu'est-ce que c'est dégénératif? Est-ce que dégénératif, ça veut dire qui n'a jamais eu de traumatisme? Est-ce que c'est, et donc ce serait, on pourrait l'appeler aussi non traumatique, ou est-ce que c'est secondaire à un traumatisme, mais très ancien, et donc en gros, potentiellement, il y a eu un traumatisme il y a 20 ans, et aujourd'hui on a une coiffe dégénérative, donc non Hmm. traumatique. Et cette nuance entre les deux, est pas évidente. Je ne sais pas si le terme non traumatique serait plus strict, plus clair. Ouais, C'est une ambiguïté en tout cas qui relève. d'accord, ouais. Ça, j'avais pas réfléchi. Tu vois, là, ce que ça m'amène aussi, c'est est-ce que si tu as eu un patient, je sais pas, tu as un patient là qui a 40 ans, donc relativement jeune, mais qui a fait genre du volley en sport-études et en professionnel, et cetera. Est-ce qu'il y a pas des micro-traumas
qui ont fait que là, il a une tête avec une déchirure, mais bon, il a jamais eu de déchirure traumatique, avec un potentiel final immédiate et cetera. Ouais, ouais, du coup, ça crée une sorte d'hétérogénéité dans la population qui rend pas forcément C'est ça. service pour, conclure après peut-être, ouais. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. C'est Ouais, exactement ça, enfin, pour, illustrer, on s'est posé cette question-là sur, notamment les 2 études principales, qui constituent ma thèse, et on voulait justement être sur une population non traumatique parce qu'il y a l'hypothèse que si c'est non traumatique, on a vraiment c'est une évolution entre guillemets «naturelle», c'est les rides à l'intérieur de la coiffe, et donc ouais. bah, c'est on est plutôt sûr que, l'indication chirurgicale semble moins évidente, on va dire. Hem Oui, 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 oui. et Bah, d'emblée en tout cas, ouais. C'est ça, et donc à ce titre-là, la manière dont on l'avait tranché, c'était pas d'épisode traumatique dans les dernières années, X années, peu importe, mais donc c'est du coup de D'accord. dire, la corrélation entre l'impotence fonctionnelle ou le symptôme et le traumatisme, est pas directe si là, aujourd'hui, tu as un épisode douloureux et que tu as, entre guillemets, tu as un traumatisme qu'on n'a jamais pu relier avant aujourd'hui, à un épisode symptomatique. Mais bon, ça, Ouais. de nouveau, c'est complètement critiquable et discutable. Non, mais ça fait partie, enfin, voilà, c'est en gros, tu as pu fonctionner jusqu'à aujourd'hui, normalement et sans symptômes et cetera, donc voilà, mais après c'est un bon exemple des compromis qu'on est obligé de faire, enfin par moment, il faut trancher et on sait que ça va engendrer que, bah, il y aura des limitations dans nos conclusions. Juste, tu es obligé de trancher là-dessus. Tu peux pas rester vague et ça, c'est un bon exemple qui montre que, on peut pas se retrouver avec une conclusion d'étude où il y a, aucune discussion et tu vois parce que c'est vrai de l'extérieur, on pourrait se dire: «Mais bon, qu'est-ce qu'ils font, quoi?» En fait, tous les biais, ils sont connus. Comment ils font pour nous produire encore des études avec des biais? Tu sais, on pourrait se dire ça. Mais là, du coup, ouais, c'est un bon exemple de nuance qu'on peut mettre Ouais. et qui est pas important, hein. Ça va pas apparaître dans des évaluations de risque de biais et cetera, mais quand même, on est obligé, comme tu disais tout à l'heure, il y avait la faisabilité, mais il y a aussi ces questions-là, on est obligé de trancher, on peut pas être trop large et on est obligé de définir des critères et comme parfois dans les différentes études, c'est pas exactement la même façon de définir les critères, ben, on se retrouve avec des espèces de variations. Et là, du coup, d'arriver quand même à inclure plusieurs études pour faire une méta-analyse, ça veut dire qu'il y avait suffisamment d'homogénéité pour pouvoir la faire a priori, Ouais, même si j'imagine que c'est pas forcément parfait non plus et ouais, voilà, c'est donc ils ont ça. pu faire ça, ouais. Ouais, OK. complètement. Donc ça, c'était le point pour la population. Dans la présentation du design de l'étude, donc des ruptures de coiffe dégénératives. Hem, L'intervention, du coup, ils ont appelé ça le traitement, du coup, des patients, atteints par des ruptures de coiffe dégénératives, et dans le traitement, ils ont explicité que c'est à la fois un traitement chirurgical et conservateur, qui inclut, et c'est spécifié, des exercices et de la physical therapy, donc c'est kinésithérapie. Hem et donc l'objectif était de comparer ce traitement conservateur au traitement chirurgical. Oui, On peut finir avec les critères d'exclusion. Bah, du coup, les études non randomisées, les, présentations à des congrès, des revues, des études publiées dans des journaux non revus par les pairs, parce que le peer reviewing est une phase importante, des éditoriaux et des experts d'opinion, enfin des avis d'experts, pardon. Heu, je traduis en même temps que je le lis, ça rate un peu. t'inquiète. C'était que des études en anglais, donc toute étude qui n'était pas publiée en anglais n'était pas analysée, et du coup, des données qui concernent pas des ruptures le traitement de coiffe, dégénérative. Donc ça, Pathologie, c'était, ouais. Mmh. leur PICO, on va dire, leurs critères d'inclusion, leur manière de sélectionner ce qu'ils voulaient et ce qu'ils voulaient pas. Ouais, classique. Voilà. Est-ce que, Bah, vas-y, je te laisse avancer. Enfin, je sais pas si tu as des choses que tu veux préciser là-dessus, mais mmh, c'est mmh, assez standard du coup. non, ça, c'est assez standard, ouais, c'est assez standard. Ensuite, du coup, ils présentent, alors si, donc il y a 2 investigateurs, 2 chercheurs, 2 reviewers qui ont, extrait les données,
indépendamment. Donc ça, pareil, ça fait partie des recommandations méthodologiques. Ils précisent quelles données ils ont recueillies, mais je pense qu'on va en parler après dans la partie résultats, donc on va peut-être pas développer ça maintenant. Et ils ont évalué la qualité, les risques de biais en fait des études incluses en utilisant l'outil de la Cochrane, le ROB. Et à nouveau à deux reviewers indépendants, donc pareil, ça fait partie des recommandations méthodologiques, soit d'avoir deux indépendants, soit d'avoir deux pour un échantillonnage de certains articles, d'assurer qu'il y a une forte homogénéité dans leurs conclusions, de est-ce que le risque de biais, on est assez d'accord, est-ce que les données, les articles sélectionnés inclus ou exclus, on est d'accord. Mais donc là, ça fait partie, enfin c'est pile dans les recos méthodos, donc pas de pas de souci de ce côté-là. Et pareil, il prévoit le, le consensus, si jamais il y a dissensus sur une étude à inclure ou pas, ou sur un risque de biais qui a été évalué à un niveau ou un autre, bah, il prévoit comment ils vont régler le dissensus, et donc avec un troisième auteur qui vient arbitrer. Donc pareil, à nouveau, c'est standard. Euh, et du coup, ensuite, bah, les résultats. Euh, ils ont screené du coup 15 730 abstracts, enfin titres du coup, pardon. Ouais. Et après la sélection de titres et abstracts, il leur en restait 47. Donc ça a fait, enfin c'est énorme, c'est vraiment énorme, 15 000 titres. Je sais pas combien ils s'y sont mis. Je sais, en fait, a priori, si, ils annoncent que c'est juste deux auteurs qui ont fait ça. C'est vraiment énorme d'avoir trié autant d'articles. Enfin, pour le coup, j'ai fait mon record, je crois que ça doit être 3600 pour une revue et c'était déjà horriblement long. Et Ouais, là, 15 000, c'est bon, ça me paraît monstrueux. Mais, euh, ouais, mais bon. ouais, c'est pas improbable, ouais. Après, ouais, soit. Soit. Peut-être ils Euh, l'ont fait, enfin, ouais, c'est ouais, vrai que bah, c'est énorme. j'imagine, hein. Enfin, pour le coup, c'est pas la phase difficile de la revue, ça. C'est juste que c'est vraiment fastidieux. Ouais, ouais, c'est Vraiment laborieux, ouais. fastidieux. Ouais. Et donc à partir de là, il leur restait 47 abstracts qui les intéressaient, pour lesquels ils voulaient euh, aller évaluer le texte intégral. Et parmi ces 47, il y en a 39 qui ont été exclus. Les raisons qui sont évoquées, c'est soit que le texte intégral n'était pas disponible, que le corps de l'article n'était pas en anglais. En fait, l'abstract était anglais, mais pas le corps de l'article, le corps du texte, du manuscrit. Que finalement, l'intervention, c'était pas celle qui les intéressait. Donc, dans certains textes intégraux, ils se rendent compte que, en précisant un peu la méthode, finalement, c'était pas une intervention conservatrice ou chirurgicale. Et certains qui finalement n'étaient pas randomisés, mais ça devait être pas tout à fait clair dans l'abstract si c'était randomisé ou pas. Et donc, à la lecture du texte intégral, c'était pas le cas. Donc, ils en ont exclu 39 comme ça. Et donc, il leur restait 8 textes intégraux. Et parmi les 8, il y en a un qui a été exclu, donc à la lecture du texte intégral, parce que l'intervention chirurgicale ne consistait pas en une réparation tendineuse. Donc Mmh. peut-être que c'était, je ne sais pas, parce que pour le coup, ça, c'est un autre point qu'on peut discuter, mais on n'a pas la liste de tous les articles qui ont été screenés. Donc je sais Ah pas oui, quel. celui-là est pas précisé, par exemple, ouais. 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 Et donc on ne sait pas ce 1 là si c'était parce que c'était par exemple une acromioplastie ou quelque chose comme ça. Euh, et donc on n'a pas d'infos. Et donc il leur reste au total 7 études, mais dont 3 qui étaient euh, disons la même cohorte qui était suivie à différents moments dans le temps. Et notamment du coup là on revient sur je ne sais pas si tu les as évoqués tout à l'heure, mais les 3 études de Moosmeyer et 3 études de Kukkonen. Donc plutôt Ouais, les pays scandinaves. ouais, ouais, ouais. Ouais, non, on en a parlé avant d'enregistrer sur le nom de l'auteur, là. Mm. Ouais, donc effectivement, ça, attends, c'est 3 Moosmeyer, c'est 2 Kukkonen, non, c'est 2, je crois. Parce qu'après, il y en a 2 autres différentes. Je sais plus. Je l'ai lu une fois hier, mais Je crois que c'est 3 Moosmeyer. Bah, enfin, j'ai le tableau de tu l'as sous les résultats. yeux. 3 Moosmeyer. Et ah oui, non, c'est peut-être 2 Kukkonen, t'as raison. C'est que je vois 2 refs dans la deuxième ligne de Kukkonen. Et après, tu as Ranebo, et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Lambers. Ouais, c'est ça.
c'est Un, ça. deux. Je sais, enfin, comme je t'avais dit en Oui, c'est préambule, ça. je m'étais penché sur ces machins-là, pendant mon master et du coup, ces noms-là m'évoquaient bien et du coup, moi, pour mon article que j'avais publié sur l'aide à la prise de décision partagée, je m'étais appuyé sur le 2e article de KuCoin, où il y avait un suivi un peu plus long. Ouais, ouais. Voilà, je sais pas, si tu as des points que tu veux qu'on discute sur ça. Bah, par rapport à ce qu'elle dit, là, tu vois, là, je me dis: «Est-ce qu'il y a des points de vigilance?» Au final, il y en a pas beaucoup parce que ce qui a été fait, c'était fait dans les règles de l'art. Après, c'est ce que tu signales, là, il y a un article, on sait pas trop, pourquoi ils l'ont sorti et on sait pas lequel c'est, donc on peut pas aller vérifier. C'est vrai que c'est un peu dommage. Après, pour les plus intéressés, puristes d'entre nous, enfin, il y a toujours l'adresse mail des auteurs, on peut toujours les contacter pour leur poser des questions. Et Complètement. et le plus souvent, enfin, on a des réponses, hein, c'est pas Oui, juste mettre une adresse pour mettre une adresse, donc ça, c'est quand même relativement valable ouais, non, et complètement et à nouveau, hein, c'est enfin, le motif, il est précisé, c'est que l'intervention chirurgicale, c'était pas une ouais, réparation tendineuse. Donc c'est c'est peut-être, ça. simplement parce qu'il s'agit d'une acromioplastie, j'imagine. Enfin, je pense que ce serait un peu le classique, dans cette zone-là pour de la coiffe non traumatique, enfin dégénérative. Probablement, Ça pourrait être ça. ouais, probablement. Mais et à nouveau, enfin, pour avoir, rédigé et participé à la rédaction de plusieurs revues systématiques, parce que tout faire tout bien et mettre, le détail des 15 000, abstracts, triés et cetera, à nouveau, c'est enfin, il y a plein d'injonctions, ça prend déjà un temps fou, même juste de rédiger un manuscrit, le soumettre, de le resoumettre, de mettre toutes les pièces en forme. Je leur jette pas la pierre de pas avoir mis cette annexe-là parmi toutes. Ah non, Enfin, ça fait partie des critères évalués par l'AMSTAR, mais à nouveau, c'est pas on leur jette pas du tout la pierre, quoi. C'est un gros et non, bon non. travail, qui a été fait. Non, puis un élément aussi peut-être dont on n'a pas parlé, c'est que pour publier, il y a un nombre de mots limite Mmh. et limité et parfois, du coup, on est un peu obligé de faire des choix, d'enlever des infos qu'on aurait bien aimé mettre et on peut pas tout rentrer donc non, il y a vraiment beaucoup de contraintes dans tout ce process, ça, c'est sûr. Après, je sais pas, tu vois, dans les infos qu'on a données pour l'instant, dans quelle mesure, dans une, méta-analyse, je sais plus, tu vois, j'allais dire, le fait qu'ils aient intégré, 3 études, enfin 3 articles avec la même population de patients, mais il me semble que dans la méta-analyse, ils ont pris ça comme une population de toute Ouais, manière. pour éviter Ils ont le pas cumulé. double Comment ça counting, se ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, éviter de ouais, compter 2 fois un patient, enfin, que le même patient ouais, c'est ça. suivi, 2, 5 et 10 ans ne soit pas 3 patients, mais un seul. Je Ouais, c'est maîtrise ça. pas, je suis en limite de compétence sur la méta-analyse, donc je saurais pas dire ça. Ouais, ouais. Mais Mais c'est de la méthode pure ça, mais je pense, quand tu regardes le tableau de la méta-analyse par rapport au poids qu'ils ont donné, enfin et bon bref. En tout cas, il y a une vigilance qui a été faite là-dessus et je suis pas sûr qu'il est mentionné explicitement d'ailleurs, mais après il y a une vigilance qui a été faite là-dessus et après par contre ce qui questionne c'est, du coup comment ils ont considéré ces patients-là? Parce que vu que c'est les mêmes patients suivis à plusieurs années, ouais, donc tu dis, Mousmaïr c'était, 2, 5 et 10 ans? Non, 1? Je sais plus. Moosmayer, c'était 1 an, 2 ans, 5 ans et 10 ans. Donc du coup, Ouais, donc tu vois, il y a même plus que ça et ben, en fait, la question, c'est de leur conclusion, est-ce qu'ils les basent sur le suivi à 10 ans ou avant? Et pourquoi? Sachant que les autres ont pas suivi aussi longtemps ouais. et puis, ce qui apparaît pas non plus là dans cette revue systématique, c'est, le taux de perdu de vue. Et donc Il c'est là où parfois comment? Sur la revue systématique, c'est vachement intéressant, ça nous donne un aperçu et cetera, mais c'est aussi des outils pour après aller voir plus en détail et se faire son idée. Parce que, en fonction de comment c'est abordé, présenté et cetera, bon, bah, c'est des résumés, dans des résumés, il y a forcément de la perte d'infos et voilà. Ça a aussi ce mérite-là de pouvoir nous donner, nous gagner le temps de tout ce temps de recherche, d'aller vérifier, qu'est-ce qui existe et cetera et d'aller se faire son idée si vraiment le sujet nous intéresse, plus, en fait. clairement et je pense, bah, c'est déjà enfin, c'est une belle synthèse. C'est juste que Ouais. c'est comme toute synthèse, bah, il y a de l'info perdue et du coup, faut essayer en tout cas d'allumer, ces outils d'esprit critique, pour, bah, pour pas
surinterpréter ou sous-interpréter une information qui serait donnée ou absente, quoi. Heu, c'est ça, mais à nouveau, c'est déjà ça a le mérite d'être une synthèse, de littérature de qualité, donc c'est déjà bien, quoi. clairement, Bah, très clairement, bien. clairement. Vas-y, je te laisse continuer si tu veux. Bah, on peut discuter, de l'évaluation des risques de biais. Du coup, globalement, c'était, on s'est présenté dans un tableau, on va pas forcément, je pense, rentrer dans le détail, mais ce qu'ils évoquent dans leur analyse de la qualité et donc du risque de biais, c'est que le seul paramètre qui n'était pas satisfaisant, c'était l'insu, le fait que les patients n'aient pas connaissance du traitement. Euh, et donc, bah, ça, il y a un argument, bah, enfin, c'est un sujet intéressant aussi. En gros, ce qu'ils est en toutes lettres, hein, c'est le seul paramètre qui n'était pas satisfaisant, qui n'était pas rempli dans aucune des études randomisées, c'était l'insu des patients, ce qui est globalement attendu, vu qu'ils ont inclus des études qui comparaient la chirurgie au traitement conservateur et pour lesquelles des problématiques éthiques les empêchent d'inclure un, un traitement placebo dans le protocole. Donc là, bah, ça, sur le principe, j'entends, et à la rigueur, c'est pas tant sur la partie chirurgique, sur la partie rééducation que ça me paraît difficile de mettre en place l'insu. Parce que faire un faux programme d'exercice, euh, c'est difficile, je pense. Euh, Ouais, pour le coup, la chirurgie, bah, ça a été fait. Et donc, ça a été fait, là, c'est ça. c'est typiquement l'étude le CISO de l'article l'étude dont je parlais, là, dont le premier auteur c'est David, mon encadrant, ils ont fait une arthroscopie diagnostique, quoi, qui avait pour seule vocation d'être un super placebo. Donc c'est possible, mais à nouveau, enfin, ça aurait été intéressant de le faire, mais ça rajoute d'autres difficultés en termes de Ouais, faisabilité du recrutement. Mais à nouveau, c'est vrai qu'on compare A versus B et pas A versus B versus placebo de B, par exemple, qui aurait pu être intéressant aussi. Se dire si ça ouais, se trouve, en fait, le fait de mettre la caméra dans la, dans l'articulation, de regarder un peu ce qui s'y passe et puis de ressortir plus ou moins xylocaïne ou autre traitement pharmaco local. Si ça se trouve, c'est aussi efficace qu'une réparation de coiffe sur ces groupes-là, sur un suivi long terme. Mais ça, on n'a pas. Ça n'existe pas, en fait, pour l'instant, à ma connaissance. Euh, donc, c'est l'éternel débat de c'est pas éthique de faire un placebo de chirurgie. Bah, si, c'est éthique, surtout quand on n'a pas de certitude que ça renvoie à je sais pas si c'est un paramètre, mais qui s'appelle l'équipoise en éthique. Et en gros, c'est l'idée qu'a priori, on n'a pas la croyance une des deux alternatives soit supérieure à l'autre. Il y a des équipoises individuelles à l'échelle du clinicien, si c'est un chirurgien ou une chirurgienne, ou plus largement à l'échelle sociétale ou d'une discipline scientifique ou autre. Et donc, du coup, à mon sens, il y a une vraie équipoise aujourd'hui sur est-ce qu'il faut vraiment opérer des coiffes et est-ce qu'on est sûr que c'est mieux à long terme. Et cette équipoise est, on va dire, d'autant plus robuste si on est sur des non traumatiques. Si c'est des ouais, remaniements dégénératifs liés à l'âge, c'est dur d'affirmer qu'on est sûr que la chirurgie est mieux. Je dis pas que c'est pas le cas, c'est peut-être le cas, mais aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai aucune donnée qui dit oui ou non. On a du bof et pas contre placebo. ouais, c'est Donc, ça. du coup, c'est ça la difficulté aujourd'hui. Ouais, c'est ça et puis du coup, c'est cette notion aussi d'affirmation scientifique si on considère que la chirurgie est supérieure ou il faut opérer, bah, la charge de la preuve revient à la personne qui énonce ce truc-là et pas l'inverse, en fait. C'est pas de prouver que la chirurgie n'est pas supérieure, c'est de prouver qu'elle l'est et pour l'instant, il y a pas assez de données et enfin, de toute façon, on y reviendra tout à l'heure, je pense, mais les données sont pas assez claires et il y a trop de paramètres pour pouvoir se permettre d'affirmer, quoi que ce soit en vrai et forcément ça laisse la place à chaque personne prêche pour sa paroisse, plus ou moins. Est-ce qu'il y a un biais bien humain, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont très enfin, il y a beaucoup de personnes très affirmatives là où
quand on gratte vraiment, bah, c'est compliqué d'être aussi affirmatif et c'est ce qui peut expliquer aussi pourquoi, bah, il y en a qui sont affirmatifs dans un sens, d'autres dans l'autre, alors qu'ils se basent sur les mêmes données. Hem, voilà, c'est, c'est vraiment intéressant tout ça, ces dimensions-là. Tu sais, par rapport moi, ce qui me vient là, quand tu as parlé d'une étude, avec branche placebo, il y avait pas d'étude UCAF? Ouais, C'est celle-ci qui a pas été terminée? En alors fait, l'étude UCAF, si j'ai bonne mémoire, il y avait, c'est Handicap et c'est YouGov, ils ont comparé c'est ça, du c'est ça. réparation de coiffe arthroscopique versus à ciel ouvert versus rééducation, mais Oui, d'accord, mais il y avait pas de placebo. il y avait pas de placebo et en fait, Ah OK. Ouais. c'était une évaluation clinique et médico-économique, justement, en gros, coiffe à ciel ouvert versus coiffe arthroscopique, Mmh. et théoriquement, il y avait un bras rééducation, mais ils ont pas réussi à Ouais, recruter, du coup, ils ont abandonné le bras rééducation. Mais là, c'est ça, si ouais, parce qu'il y avait trop de crossover en fait. Il y avait c'est ça. trop de des gens qui ouais, j'avais fait un truc sur, bah, en fait, moi, mon travail, je m'étais basé sur, une étude qualitative qui avait, questionné des gens qui avaient changé de bras dans l'étude et du coup, pour comprendre les raisons qui faisaient que certaines personnes décidaient d'aller plus vers la chirurgie, plus vers l'éducation et cetera. Je m'étais Mmh. servi de ça et ouais, ouais. Mais là, il y avait pas, voilà, il y avait pas de branche placebo. Je mélangeais avec le ciseau. Ouais. Donc effectivement, ça n'a jamais été, vraiment fait. Et en fait, il y a dans l'équipe NDORMS, là, à Oxford, où travaille David, ils avaient lancé, je crois que c'était 2020 ou fin 2019, justement un gros multicentrique au Royaume-Uni. Ils ont la capacité, parce qu'ils ont des financements en fait, nationaux, et vu que le NHS est un système de santé national, ils ont une gestion des dépenses et de l'offre de soins qui est plus fine que ce qu'on a en France, moins d'autonomie du coup pour les cliniciens, mais moins de liberté dans une certaine mesure, mais parce qu'il y a des directives en fait. Bref. Et donc du coup, ils arrivent à, vu que c'est le gouvernement le payeur, bah, le gouvernement finance les études, y compris médico-économiques, pour dire bah en fait pour nous c'est pas rentable, on améliore de je sais pas un point au constant et ça nous coûte 10 000 euros par tête. Donc bref, en tout cas ils mettent les moyens du coup et ils font des grosses études. On parle en millions de livres du coup là en l'occurrence. Euh, Ce qui était assez marrant quand je lui ai présenté ma thèse et à David pour le pitcher et que je lui ai dit bah tu sais j'ai réussi à à décrocher des financements. Il me dit combien? Je dis le montant, qui est vraiment non négligeable, hein. Enfin c'est vraiment des beaux financements que j'ai réussi à obtenir. Et il me dit ah ouais mais en fait nous on fait juste l'étude de faisabilité avec ça. Et on est en centaines de milliers d'euros quoi. Enfin tu vois. Ouais, ouais. Et lui, il dit, ah, on fait la faisabilité avec ça, on prend 50 patients, on voit ce qui se passe, et puis après, on lance l'étude à 6 millions, tu vois. Et j'étais là, ok, bah, ce sera pas ça, ce sera clairement pas ça. Mais bon, et donc, ils font des super belles études, et ils avaient lancé juste avant la pandémie une étude, justement, réparation de coiffe. Je crois que c'était non traumatique, mais c'était les ruptures partielles. Parce Mmh. il y avait encore plus de débats sur ruptures partielles, transfixiantes, etc. Ah oui, c'est Et pas un autre délire ça. voilà, à nouveau, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un sentiment clinique que le transfixiant c'est moins bien que le reste. Je sais pas. Et je suis pas compétent, mais bref. Ils ont commencé à explorer ça. Ils ont ouvert un certain nombre de sites de recrutement. Sauf que pandémie, et en gros, ils ont jamais réussi à décoller vraiment les inclusions, à recruter du monde. Et donc, ils ont mis fin à l'étude avant de pouvoir publier des conclusions statistiquement euh, significatives en août 21, je crois, ou août 22, ouais, en août OK. 2022. Euh, et donc, on n'aura Bon. pas ces résultats-là et ça va reprendre parce que ça faisait, je pense qu'ils avaient investi, pareil, quelques millions. Tout le lancement, ça prend déjà beaucoup d'argent. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils relancent le même projet tout de suite, tout de suite. Euh, et après, je crois qu'il y a un autre projet qui s'appelle Racer sur la réparation de coiffe, mais je ne sais plus si c'est du post-op ou pas. Il y a eu l'étude pilote qui a été terminée dans l'année passée, en 2022, et il y a le gros RCT qui démarre. Je crois qu'il y a de la réparation de coiffe, mais je ne sais plus quel est le comparateur. Bah, potentiellement des données là-dessus, qui devraient peut-être venir dans les années à venir, avec Probablement des 6 à études 12 assez revues grosses. systématiques avec les résultats de cette nouvelle étude qui seront publiées dans les prochaines années.
Ouais, c'est un vrai sujet. Enfin, c'est vrai que dans la logique, ça coûte tellement d'argent. Même si nous, on n'a pas le même système de santé, bah, ils remboursent quand même, une bonne partie des enfin, de ces frais-là et c'est vrai que ça représente tellement d'argent et donc enfin, ça paraît juste logique d'aller vérifier est-ce que finalement de réparer, de pas réparer parce qu'il y a quand même il y a quand même des indices dans la littérature avec, bah, le fait de vérifier si la suture a tenu et que quand elle a tenu, bah, finalement les résultats sont pas forcément moins bons et ça pose plein de questions. Ça pose la question de oui, bah, est-ce que ça vaut le coup de réparer? Est-ce que, tu sais, il y a un truc, je crois qu'on en a déjà parlé, mais je sais pas si c'est bien un bon moment, mais c'est pas grave, ça me vient maintenant. Hem, Moi la tendance, le truc qui me venait moi, c'était de me dire: «Mais quand j'ai lu ces études-là, souvent, il y a pas de différence significative entre, enfin rééducation seule et chirurgie plus rééducation. Hem, Si elle l'est statistiquement, elle l'est pas cliniquement, donc là je balance, je prends un peu d'avance, mais c'est pas grave. Mais du coup, par contre l'avantage est toujours dans le même sens. En gros, Ouais. c'est toujours tu vois, c'est toujours du côté de la chirurgie que c'est un peu meilleur, même si c'est pas significatif, soit statistiquement, soit cliniquement. Et moi, la question que ça m'a toujours fait me poser, c'est de me dire: «Mais doit doit y avoir des gens pour qui ça fait vraiment une différence de se faire opérer, sauf on n'arrive pas à les identifier parce qu'ils sont noyés dans la masse et vu que c'est pas significatif statistiquement, ça veut dire que ça reste une minorité de gens en vrai, par rapport à tous les gens à qui on va proposer ça». Mmh, Donc moi, une des questions que je me poserais, ce serait, comment on pourrait arriver à identifier les personnes qui en ont vraiment besoin pour qui ça fait vraiment une différence? complètement. Mais bon après, Bah, c'est c'est un des sujets, c'est le sujet de, on va dire le premier bloc de ma thèse, qui sera, une étude observationnelle et en fait, on a un peu de littérature là-dessus. Il y a différents, hein, mais il y a différents articles, mais on a un peu de littérature. Je crois que c'est Dunn qui montre qu'un des plus forts prédicteurs, c'est en 2014, qui montre que le plus fort prédicteur je crois que c'est de recours à la chirurgie, c'était, de faibles attentes envers la rééducation. Heu oui, oui, ça me parle ça. Ouais, 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 Et il y a aussi, toute la littérature de Rachel Chester, le plus fort ouais. prédicteur, de résultats algo-fonctionnels à 1 an, c'est le sentiment d'auto-efficacité. Heu Mmh. et donc du coup, en fait, il y a probablement tout un tas de facteurs psychosociaux et donc là, dans le projet qu'on est en train de lancer là, qui est en cours d'évaluation par un comité éthique, c'est l'objectif, c'est de récolter ces facteurs psychosociaux, croyances de peur et d'évitement, kinésiophobie, sentiment d'auto-efficacité, dans différents parcours et de voir comment ils vont, vers qui ils vont voir, et peut-être s'il y a certains profils qui vont plus vers certains parcours que d'autres. Ouais, Et du coup, de voir si on dégage ce truc-là, en plus des facteurs, on va dire un peu classiques sur âge, sexe, etc., catégorie ouais. socio-professionnelle. Après tu sais, moi ce que je trouve un peu dommage parfois dans ces tu as des personnes, tu vois, dans cette idée de, à un moment donné, un des facteurs prédictifs de bons résultats, c'était le fait que, la personne, pense que la rééducation peut être efficace pour elle, Mmh. par exemple, ou, pareil pour la chirurgie, Mmh mh. ou de mauvais résultats pour la rééducation, que les gens pensent que, il faut qu'ils se fassent opérer et en fait, ce qui est dommage, c'est que moi j'ai déjà entendu des gens conclure que, si tu poses la question au patient qui dit: «Moi, il faut mieux que je me fasse opérer», bah, autant pas perdre de temps avec de la rééducation. Pour moi, ça veut dire qu'on est incapable de travailler les croyances. Mmh. On est incapable de tu vois, ces facteurs-là, en fait, le problème, c'est on n'est pas assez formé à les travailler et du coup, on a tendance à les mettre de côté. Tu vois, ce que tu dis là, par exemple, c'est, sentiment d'efficacité personnelle. Bah, il y a des moyens de travailler le sentiment Ouais. d'efficacité personnelle chez les patients et tu vois, c'est intéressant de conclure et de se dire, ce facteur-là, il est influent. Par contre, ce qui m'embête, moi, parfois, c'est de se dire: «Bah, vu qu'il est influent, on fait avec et tant pis», plutôt que de se dire: «OK, bah, est-ce qu'on peut l'explorer? Est-ce qu'on peut le travailler?» Tu vois? Bah, Enfin, ouais, c'est un ouais, truc, complètement. Ça fait partie des questions, est-ce que c'est un facteur modifiable? En fait, est-ce que c'est un facteur de risque modifiable? mmh, Et est-ce que nos interventions en éducation, à la santé, qui font partie de nos compétences, est-ce que, enfin, il y a plein de choses. On est, en tant que kiné, on est compétent pour évaluer ces facteurs psychosociaux
et éventuellement proposer, une aide, pas sur tout, hein, mais, en tout cas peut-être Non, participer notamment avec de l'éducation à modifier ça. C'est, non. en fait, je crois que ce qui se passe, c'est ouais, c'est un peu une spécialité peut-être, à la française qui évolue un peu quand même, j'ai l'impression là. Au Royaume-Uni, le parcours pour les pathologies de coiffe, c'est rééducation d'abord, pendant je sais plus combien, il y avait un minimum de 6 ou 12 semaines, et si vraiment tu as aucun résultat à 6 ou 12 semaines, alors éventuellement, on voit pour te proposer autre chose. Mais d'abord, on commence par une rééducation bien conduite. Et du coup, ce qu'ils observent, c'est qu'ils ont 70% des personnes pour des pathologies de coiffe qui vont jamais ailleurs parce que, en fait, au bout de, à la fin du traitement conservateur, 70%, ils sont tout à fait satisfaits fonctionnellement, d'un point de vue douloureux, etc. Ouais. Ils sont pleinement satisfaits. Donc, il y a la première question, c'est déjà de laisser la chance. Et la difficulté, c'est que culturellement en France, je suis pas sûr que ce soit aussi présent. Les dernières recos de la HAS, pour lesquelles j'ai participé au groupe de relecture, l'évoquent un peu, enfin dans une certaine mesure, mais donc ça y est, on a enfin dit que pour des pathologies de coiffe non traumatiques en France, c'est pas la chirurgie indiquée en première intention, mais là, il n'y a pas de rééducation avant 6 semaines, 4 à 6 semaines au mieux, dans les recos. Et les propositions de traitement conservateur en première intention pour le médecin généraliste, c'est euh, donc antalgie, anti-inflammatoire, donc pharmaco, hein, antalgie, pharmaco, Mmh. antalgique de palien ou anti-inflammatoire, euh, éducation, euh, je crois que c'est tout. Il y avait quelques petites autres choses, je crois. Mais du coup, c'est. Et en fait, à la rigueur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ça laisse une place. Euh, je crois que c'est Vincent Giraud qui disait ça dans son podcast, là, Le temps d'un lapin, où il avait commenté les recos HAS. Il disait ça laisse la place à l'histoire naturelle de la maladie, donc la résolution spontanée potentielle de se faire. Pourquoi pas? Mmh. Mais du coup, en fait, pour le coup, c'est bien identifié que l'éducation précoce, et notamment s'il y a ces facteurs de risque de chronicisation, là, ces drapeaux jaunes, kinésiophobie, croyance de peur et d'évitement, si on n'en fait rien, probablement qu'on va quand même plutôt amener les gens vers plus de chroniques. Et, et du coup, je suis pas sûr aujourd'hui, dans le système de santé où on est, que les médecins généralistes aient beaucoup de temps pour faire ce temps d'éducation-là. Et je ne sais pas s'ils sont formés, ils sont formés sans aucun doute, hein, à faire de l'éducation et de la communication, mais peut-être pas spécifiquement sur des pathologies musculo-squelettiques. Et donc, du coup, Non, je ne ils sais ont pas pas dans les quelle moyens de le faire. mesure. Ouais, enfin, Moi, je vais pardon. ouais, excuse-moi, moi, je vais prendre la responsabilité de me positionner là-dessus, comme pas mal de gens le savent, je bosse avec des médecins et des médecins qui sont vraiment très compétents, à jour de plein de choses et cetera et ils sont pas à l'aise pour, en gros, ils ont pas assez de connaissances, pas assez détaillées pour pouvoir, rassurer un patient de façon efficace. Enfin, c'est ça qui m'a fait, aller bosser avec eux, hein. Alors les gens connaissent déjà, il y en a plein qui connaissent déjà, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui a fait que j'ai commencé à bosser avec eux dans leur cabinet, c'est, un échange où, je disais à un médecin: «Bah, nous, on est embêtés quand les patients viennent avec des imageries» et lui, il me disait: «Bah, ouais, le problème, c'est que moi, je sais que là, il y a pas besoin d'imagerie et genre, je leur demande d'attendre, je sais temporiser, je les aide avec les symptômes et quand ils reviennent me voir au bout d'un mois, 1 mois et demi, 2 mois et que ça s'est pas calmé, j'ai plus d'arguments pour ne plus lui faire passer une imagerie» Mm. et en fait, c'est là où on s'est mis d'accord à bosser ensemble où, en fait, moi, je suis venu avec eux pour, avoir une consultation. Au départ, c'était en one shot, puis bon, maintenant je suis les patients, mais au départ, c'était en one shot pour faire le point avec le patient et faire un tour, un examen un peu plus approfondi, éventuellement, de l'éducation avec des notions plus avancées sur ce domaine-là. Parce que ce domaine-là, je le connais un petit peu mieux et je serais pas capable de le faire en neuro, je serais pas capable de faire dans plein d'autres champs, tu vois? C'est vraiment et je me dis, enfin, le fait d'être capable de le faire, c'est parce que je me suis beaucoup intéressé. Tu peux pas demander ce niveau-là de profondeur à un médecin généraliste et en plus, effectivement, ça me prenait plus de temps qu'une consultation de médecin généraliste, donc même s'il avait les mêmes, connaissances, outils et cetera et en plus, bon, j'ai deux trois billes en communication, je m'intéresse beaucoup au sujet. Donc en fait, c'est un ensemble de choses et clairement, le nombre de patients qui, en fait, ne voulaient ils arrivaient quand on leur demandait: «À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire?» La plupart, c'est: «Bah, il faudrait faire une imagerie» et à la fin de la séance, la majorité ne souhaite qu'une imagerie. Et à partir du moment où ils ont une explication qu'ils comprennent et qui est cohérente par rapport à ce qu'ils vivent
et qu'ils ont, une perspective ou tu vois, soit l'histoire naturelle, soit et que tu les aides à pas tomber dans ces facteurs de risque, de mauvais pronostics, Mmh. bah, oui, tu peux faire mais par contre, si tu attends, enfin, par rapport à ce que tu as proposé là, si tu attends 6 semaines pour le faire, bah, il y en a certains, ça devient un peu trop tard, quoi. Enfin, tu t'es déjà tiré une balle dans le pied, donc comment gérer ça? Moi, tu vois, l'intérêt d'avoir un en fait, les médecins, ils ont le droit de me mettre un rendez-vous que pour la semaine prochaine. Donc en gros, les patients, je les vois tous rapidement. Après, ça veut pas dire que le patient, ça fait pas déjà 6 mois qu'il a mal avant de venir voir le médecin, mais Ah, tu vois, il y a quand même ce truc-là. Alors je sais pas quel modèle il faudra mettre en place, mais bah, il y en a un qui a été proposé là, c'est de l'accès direct au kiné, ouais, pour 8 séances, sous réserve de bosser dans une structure d'exercice coordonné, donc ouais, c'est ça. c'est une piste, c'est une piste. Il y a les Et protocoles de après, c'est comment coopération qui s'organiser. existent aussi. Il y a les protocoles de coopération, je sais qu'on a déjà discuté il y a quelques années maintenant, mais des articles 51 du Ouais. LFSS qui permettent de déléguer des tâches d'un professionnel de santé vers un autre, et notamment du coup là du médecin vers le kiné. C'est une piste. Enfin, bon après, je pense qu'on a pas mal digressé là, mais c'est un autre sujet, c'est le deuxième sujet de ma thèse, c'est d'essayer de faire ce transfert-là sur des pathologies d'épaule non traumatiques et de déléguer des actes Mmh. médicaux, notamment, mais surtout, en fait, avant tout, un temps en première intention d'éducation, d'information et de diagnostic différentiel. Mais c'est sûr qu'il y a de ça. Et je pense enfin, pour en discuter, moi, j'ai plus d'activité clinique là depuis 2 ans maintenant, mais euh, pour en discuter pas mal avec les collègues qui bossent encore, et notamment a fortiori en libéral, la majorité enfin, ils me disent on sort les rames pour les 5 premières séances à chaque fois parce qu'on essaie de corriger le tir d'un discours nocébogène Mmh. d'un médecin, et inintentionnel hein, à nouveau, avec toute Ah oui, la c'est bonne sûr. volonté qu'ils ont envers leurs patients. Et à nouveau, je veux pas surgénéraliser, mais en tout cas, c'est vraiment le truc. Bon, le premier truc, c'est déconstruire et reconstruire de manière accueillante, bienveillante et sans casser l'alliance thérapeutique qu'ils ont avec leur médecin, pour des choses qui sont pas tout à fait rigoureuses aujourd'hui cliniquement et scientifiquement, en musculo-squelettique notamment. Donc pas évident. Joshua Zadro, je crois, en Australie, il avait fait une étude là-dessus, sur les labels, sur comment tu appelles une pathologie de coiffe, si tu l'appelles conflit, si tu l'appelles rupture, si tu l'appelles syndrome douloureux, etc. Quelles attentes ça crée. Et du coup, les résultats n'étaient pas transcendants dans un sens ou dans l'autre, mais globalement, il semble que, notamment, je crois que c'était rupture ou conflit, ça crée des attentes bien plus fortes vers de l'imagerie. Donc, du coup, c'est vraiment la com va faire quand même déjà en fait, potentiellement 3 semaines d'éducation à partir de juste le label initial qui a été posé sur un état qu'en plus on ne sait pas bien diagnostiquer aujourd'hui. Ouais. Ouais, mais ça rejoint la difficulté des diagnostics, moi, c'est des échanges que j'ai avec les internes quand ils passent me voir là, les internes en médecine générale qui passent une journée avec moi et en fait, ils se rendent bien compte, on voit le patient et puis le patient repart avec une explication, des choses à faire et cetera à la fin, c'est: «OK, mais pour toi, du coup, c'est quoi le diagnostic?» Je dis: «Beh, moi, j'ai pas un label» et je lui dis: «La seule fois où ça m'embête, c'est, quand le patient me dit lui-même, beh, qu'est-ce que je dis à mes proches?» parce qu'ils me demandent ce que j'ai et je sais pas leur donner un nom. J'ai bien compris ce qui m'arrive avec ça, mais j'ai pas un nom et parfois, je me retrouve à leur dire: «Bah, dites-lui que vous avez, tu vois, par exemple, une névralgie cervico-brachiale, alors c'en est pas une, c'est juste une douleur qui irradie et puis voilà, mais ça a rien à voir avec une atteinte nerveuse, on va dire et je leur dis: «Beh, si vous voulez, dites-leur ça pour qu'ils vous foutent la paix, pour que ça soit reconnu au niveau sociétal, mais par contre, par pitié, vraiment vous avez votre nerf, il va bien et c'est pas lui qui vous fait mal et cetera». Enfin, tu vois? Et en fait, Ouais. on est bloqué quand même par ce genre de truc là et c'est Bah, on est en partie bloqué. Il y a eu quand même, je crois que c'était en 2019, c'était Littlewood qui avait lancé un gros consensus là-dessus, et ils étaient sortis avec le terme douleur d'épaule en lien avec la coiffe des rotateurs, ouais, Rotator Cuff Related Pain Syndrome, qui était censé répondre à cette injonction un peu nosologique et en même temps accepter que ce soit un terme pas nocébogène, qui ne crée pas de croyances erronées. Je sais plus, mais pareil, Vincent Giraud, là, dans son podcast sur les recos HAS, qui disait donc il y a une évolution pardon, dans la nomenclature en France aussi,
mais qui disait que peut-être ce serait pertinent d'appeler ça un syndrome douloureux aigu d'épaule, et point en fait. On n'essaie pas de flécher sous-acromial ou ailleurs, en fait, juste on flèche rien, quoi. Et on dit vous avez mal à l'épaule et on met un terme un peu qui claque pour que ça ressemble à quelque chose. Mais à nouveau, c'est pas dans la Faudrait culture trouver pour l'instant. non, faudrait trouver l'équivalent de la lombalgie. Ma Ouais, ça, je sais pas si j'ai déjà dit en dans le podcast. Ma femme travaille en pharmacie et elle m'a dit donc en fait, ils connaissent pas la sémantique des trucs, quoi. Bah, tu savais que tu avais mal au dos, mais ouais. en fait, ce terme-là, ça leur va. Donc une épaulalgie, je pense que c'est des gens, ils vont pas enfin, ils mais bon, bah, voilà. Peut-être que le Bref, syndrome douloureux aigu d'épaule, ça serait bien. peut-être. Hem, C'était une belle Avançons. digression là qu'on a faite là, mais Ouais, ouais, donc c'est tout ça pour dire, ouais, on est parti des considérations éthiques sur l'absence de placebo. Ce point-là, clairement soumis à débat, mais à nouveau, à la rigueur, on veut comparer A plus B, c'est de ça la question de recherche là. Donc s'il n'y a pas de placebo de B, c'est juste qu'on ne sait pas si B et A sont plus efficaces ou moins efficaces qu'un placebo. Mais à mmh, nouveau, il y a tout plein de considérations éthiques sur le placebo, mais j'ai des collègues qui font ça beaucoup mieux que moi, donc on s'embarque peut-être pas là-dedans. Euh, dans les résultats, globalement, donc cette étude, 326 patients, âge moyen entre 60 ans et 65 ans, 59,9 ans et 65 ans. Toutes les études étaient conduites en Europe et une seule était multicentrique. 59 à 65 ans, il évoque dans la discussion, c'est quelque chose qui les amène à penser quand même davantage qu'il s'agit bien de coiffes dégénératives non traumatiques, mmh, au sens lié à l'âge, de l'usure liée à l'âge, et pas des altérations de structure, on va dire, traumatiques ou micro-traumatiques, comme tu as pu l'évoquer. mmh, Euh, et donc, voilà, donc globalement, ils évaluent ça, qui comparent la rééducation au traitement chirurgical. Ah oui, c'est ça, parce que 6 des études comparaient l'efficacité de la rééducation spécifiquement. Donc, les termes dans l'équation de recherche, c'était à la fois physical therapy et rehabilitation, non, exercise therapy, je crois. Donc, c'était assez large. Et au final, dans les 6 papiers, c'était vraiment de la rééducation isolée, dans 6 sur les 7. Et dans un des cas, il y avait aussi une infiltration sous-acromiale corticostéroïde. ouais, Globalement, ce qui a été évalué, c'était la douleur avec des différents outils, des échelles visuelles analogiques, le score de constant dans sa dimension douloureuse, des échelles numériques de douleur, l'abduction sans douleur, la flexion sans douleur. Et ils ont évalué aussi la fonction avec différents outils, des mesures spécifiques comme le work ou le score de constant ou l'ACES, ou des mesures génériques d'évaluation de la fonction comme le SF36 et le Dutch Simple Shoulder Test. Euh, et dans toutes les études, ils précisent qu'il y avait une évaluation, et c'est intéressant pour après leur partie, leur tableau de résultats. La dernière visite de suivi, il y avait aussi une IRM du coup pour voir l'état de la coiffe en fin de parcours. Il développe un peu, mais peut-être on peut passer aux résultats spécifiques par étude, si ça te va. ouais, vas-y. Euh, Globalement, alors sinon, il y a peut-être un autre point, c'est par rapport aux populations spécifiques à chaque étude. Donc les critères d'inclusion, c'était rupture de coiffe dégénérative. Et donc du coup, dans les 3 études de Moosmeyer, du coup, on a des ruptures de petite et de moyenne taille qui pouvaient être traumatiques ou atraumatiques et qui étaient symptomatiques. Et qui concernaient soit le supraépineux et l'infraépineux, le supraépineux et le subscapulaire. Donc la taille de la lésion, ça a l'air d'être un critère aujourd'hui. Enfin, il y a plusieurs éléments qui semblent intéresser, notamment, je crois, les chirurgtos dans leur évaluation et leur décision de poser une indication chirurgicale ou non. Et j'ai l'impression que c'est la taille de la lésion, euh, l'âge de la personne concernée, et du coup, potentiellement aussi le caractère, l'étiologie, qu'elle soit traumatique ou pas. Donc nous, on était plutôt sur une population dégénérative non traumatique,
Mais là, ils ont quelques études traumatiques, quelques cas qui étaient traumatiques, mais du coup, j'imagine chroniques. Oui. Kukkonen, c'était atraumatique et seulement supraépineux isolé. Lambers, c'était des dégénératives non traumatiques, mais des ruptures totales de la coiffe, du supra, supra-infra et supra-subscapulaire. Et Ranebo, c'était symptomatique traumatique du supraépineux, avec des suivis respectivement du coup jusqu'à 10 ans pour Mousmayer, jusqu'à 2 ans pour Kukkonen, 1 an pour Lambers et 1 an pour Ranebo. Le dernier, là, Ranebo, tu avais dit traumatique? C'est ça Ouais, que tu as dit? ouais. Et donc Ouais, du bah, coup, donc du coup, c'est quand même mixte, leur truc, là. ouais, c'est mixte, mais du coup, j'ai pas eu le temps de relire Ranebo avant qu'on échange aujourd'hui, mais probablement que c'était traumatique ancien, j'imagine. Mmh. Sinon, ils l'auraient pas inclus, en fait, ça rentrait pas dans leurs critères d'inclusion. Ouais, OK. Donc voilà. La rééducation, pour le coup, suivait pas mal ce qu'on trouve dans la littérature internationale, c'est-à-dire que dans toutes les études, on avait 12 semaines de rééducation. Donc c'est le délai en général qu'on retrouve dans la littérature pour rééduquer une pathologie liée à la coiffe. Donc du coup, des sessions de 40 minutes 2 fois par semaine, ou bien 12 semaines de travail en autonomie avec des exercices supervisés, plus 10 séances de rééducation sur place, ou bien à nouveau 12 semaines de rééducation au terme desquelles du renforcement, ils appellent ça strength training, donc je pense traduction adaptée serait renforcement. Et puis pour Ranebo, c'était 16 semaines, 10 semaines supervisées et ensuite, tac, 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 and then every other week. Donc en gros, 10 semaines de rééducation avec un kiné. Ouais. Si Euh, si je me rappelle bien, il me semble que la plupart des études, ça constituerait une dizaine de séances avec le patient. Après, il y avait des choses qu'il faisait de son côté et cetera, mais grossièrement, c'était à peu près ça pour se donner un aperçu quand même pour nous, de ce que ça peut représenter, ouais. ouais, c'est ça, il précise une dizaine de sessions en présentiel, euh, avec 1 à 2 séances par semaine, grosso modo. Ouais. Euh, Et puis après espacé, enfin en fonction des études, mais c'est ça. au total, ça faisait ça pour, bah, c'est intéressant de savoir par rapport aux résultats que ça a eu, en fait, combien de séances ça a pu prendre Ouais, et ce que ça représente, en gros, ça fait partie des recommandations un peu internationales aujourd'hui. On s'attend pour une pathologie de coiffe à avoir une douzaine de semaines de rééducation. Donc en soi, ça semble coller, l'intervention conservatrice semble coller avec ce qu'on attendrait pour un minimum en termes de durée et de posologie, je pense on peut dire, pour une mmh mh. intervention, pour ça, pour la rééducation. La question, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est comment le détail de ces programmes de rééducation. En fait, la rééducation, c'est pas une intervention. Suturer une coiffe avec 2 encres, et cetera, ça peut être une intervention qu'on standardise. La rééducation, par essence, c'est pas ça se standardise pas très bien. On essaie du coup, de définir des protocoles très stéréotypés, mais par essence, en fait, la dysfonction, on va la contextualiser dans la CIF à une restriction de participation et ce sera pas la même rééducation si la personne, son objectif, c'est de faire, je sais pas quoi, du basket ou si c'est de faire de la marche, quoi. Donc, Bien sûr. c'est 2 coiffes très différentes dans un cas ou dans l'autre. Donc, voilà, on a une forme d'homogénéisation, au moins ça semble homogène dans ce qui a été fait, mais avec toute la difficulté de standardiser une intervention comme la rééducation, qui est pas une intervention en soi, en fait, c'est une discipline presque. Ouais. Ouais, c'est une des limitations. Tu vois, moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est, là, par exemple, j'ai en tête une patiente pour avoir alors c'est un peu cadre un peu différent parce que, on est parti d'une épaule un peu raide, mais pour avoir un résultat vraiment, final, très satisfaisant, ça a pris 1 an et demi. Ouais, Tu vois? Parce qu'en fait honnêtement, j'ai dû l'avoir, en 1 an et demi. Est-ce que j'ai vu 15 fois? Je suis même pas sûr parce qu'on a vachement espacé, mais par contre, tu vois, dans des études où ça s'arrête au bout de 2 semaines, bah, cette patiente, le résultat, il aurait pas été terrible et après si tu envisages une chirurgie avec le temps de délai de chirurgie, de récupération et cetera,
bah, est-ce qu'au final, elle était vraiment mieux que si on avait attendu sans chirurgie? J'en sais rien, tu vois? Mais pas enfin, il y a certaines personnes, en fonction des caractéristiques de départ et aussi en fonction des aléas pendant les prises en soins, de tout ce qui peut leur arriver au niveau personnel, sur le plan de la santé générale et cetera. Bah, tu as des gens à 12 semaines, tu y es pas, mais si j'ai quand même ce sentiment, alors bon, après c'est des histoires de faisabilité aussi, hein, par rapport aux études et cetera, et ça s'entend tout à fait, mais d'avoir le c'est pas une critique envers les études, mais d'avoir ce recul-là dans l'analyse des résultats, de, parfois, et je pense que si on avait des études qui laissaient enfin, qui pouvaient explorer sur plus de temps, qu'on poussait les gens plus loin, plus fort et cetera, on serait vraiment surpris des résultats qu'on peut avoir. Honnêtement, alors je fais pas passer des questionnaires à tous mes patients, mais parfois je suis quand même surpris du peu de niveau d'efficacité à la fin des études. Alors, après voilà, encore une fois, j'ai pas objectivé ça dans ma pratique, mais je me dis quand même qu'il y a des conditions où, bah, je trouve ça bas en fait, en termes de résultats, ce qui est publié souvent. Ouais. Voilà. Enfin, c'est toute la difficulté de vouloir, cadrer suffisamment pour rendre un peu comparable et observable Ouais, quelque chose qui est hyper variable, en fait, de c'est par ça. sa nature. Mmh. Hem, c'est le mieux qu'on ait, en fait, c'est peut-être ça aussi, c'est parce qu'il y a vraiment la question de la faisabilité. Plus l'étude, elle dure longtemps, pour une étude prospective, donc dans laquelle on suit Oui, les personnes au fil du temps, plus elle coûte cher et vraiment les coûts plus tu perds des s'envolent. gens. Et Ouais, ouais, plus tu as de risque de ce qu'on appelle l'attrition, donc plus tu as des gens qui sortent de l'étude et tu les vois plus jamais et du coup tu as c'est ça. investi beaucoup en eux, mais ils comptent pas et ça enfin même ils dégradent, les résultats et la qualité statistique, de l'étude et à nouveau, pas reproche pour les patients qui quittent, hein, ils ont tous de très bonnes raisons d'arrêter, je suis sûr, Oui, oui, mais juste, c'est du coup, ouais, il y en a ça qui fait meurent qu'il par exemple. y a des grosses ouais, notamment, ouais. Je pensais plus aux exclus vivants, mais effectivement le décès peut être une cause, peut être une cause Cause valable, de fin d'études, ouais. Mmh mh. acceptable. De sortie d'études. Mais ouais, là, en fait, la faisabilité de faire une étude prospective avec un long terme, enfin, elle est faible, quoi. Ça Ouais. coûte beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'ils mettent 6 millions d'euros pour faire une étude, sur 1 ou 2 ans. C'est parce qu'en fait, pour suivre 400 personnes, bien en 2 ou 3 groupes pendant 2 ans, bah, faut ça, faut vraiment Mmh. ça. Tout de A à Z, faut ça, quoi. Ouais, c'est chaud. Et tu sais aussi là, tu vois, il y a à la fois les approches utilisées et tu vois, parfois on peut se dire: «Bah, bon, tant que c'est de l'exercice et du mouvement, c'est pareil», hein. Sauf que, bah, peut-être pas. Mais juste on n'a pas les moyens de vraiment montrer des différences, de façon assez stricte et cetera. Et puis en plus de ça, effectivement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est quoi les compétences de tel ou tel, intervenant pour arriver à augmenter la probabilité que le patient il fasse ces exercices qu'on lui prescrit, tu vois? Enfin, ça c'est annoncé dans plein d'études. Cette espèce de biais d'observance, elle n'a pas été évaluée ou elle a été évaluée mais elle est, Ouais, et puis l'évaluation est jamais parfaite. Enfin, du coup, il y a beaucoup de paramètres et c'est encore une fois cette histoire de prendre du recul sur les résultats, les prendre tels qu'ils sont, s'en servir quand même, pas les jeter, hein, s'en ouais. servir, mais du coup mettre de la mesure dans tout ça et pas dire: «Voilà, ce truc-là, il a montré que, c'est pareil, donc on s'en fout, on peut faire n'importe quoi et il se passera la même chose». Là, c'est un peu ça parfois aussi où, je pense à l'ombagie, mais je pense que ça peut arriver où tu sais parfois je me rappelle d'un intervenant, d'ailleurs je crois que c'est là où on s'était rencontrés, qui avait dit qu'il avait peu de temps de séance parce qu'il faisait du triage Mmh. et que finalement, on m'a dit que, bah, lui, il avait le temps de faire du traitement même en 15 minutes parce il lui avait, dit d'aller, marcher, 5 minutes par jour. Bon, en partant du principe qu'à partir du moment où il bouge, de toute façon, il y a rien qui a été démontré supérieur à autre chose. Heu, Moi, j'ai des patients, si je les envoie marcher, je les fume parce que c'est vraiment pas une bonne idée maintenant et tu as des patients, si tu fais autre chose que d'aller marcher, ça change tout. Ouais. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là à garder en tête, bon, ça c'est des interprétations. Peut-être que tous les gens qui écoutent,
ça va leur paraître évident, mais et j'espère me tromper en disant ça, ouais. Enfin, en tout cas, c'est clair que la standardisation, c'est des interventions, notamment en rééducation, parce que prendre un comprimé médicamenteux, à nouveau, ça, c'est facile à standardiser, même qui la Ouais, donne et comment et quels mots sont utilisés. En rééducation, c'est pas adapté pour ça. Donc, il y a plusieurs protocoles qui ont été mis un peu standardisés, même sur l'épaule. Je pense à Lynn Watson, qui a proposé son protocole pour l'instabilité multidirectionnelle, qu'elle comparait à celui de Burkhead et Rockwood, qui du coup était dans les années 80 ou 90. Euh, du coup, déjà, elle a proposé une manière de standardiser. Elle cadre 3 reps machin avec l'élastiband rouge, puis 2 comme ça, puis la correction de ça. Enfin bref, on perd un peu ce qu'on attend, à mon sens, d'une rééducation et au modèle de la CIF, quoi. En fait, je rééduque une, euh, une restriction de participation à une personne et pas juste une dysfonction. Mais, euh, bah, oui, à nouveau, enfin, c'est aussi le mieux qu'on ait aujourd'hui en sciences de la rééducation, ce genre de format-là. Donc, ouais, pourquoi pas standardiser un peu avec des marqueurs fonctionnels, essayer de produire de la connaissance la meilleure possible, on va dire, comme ça. Et après, se dire que c'est une base de réflexion et qu'on fait évoluer ce truc-là en fonction de la personne qu'on a face à nous. Mais bon, bien sûr, ouais. difficile. C'est sûr que Bah, c'est pour ça que le paradigme, EBP, c'est que voilà, c'est une des composantes mmh, de la prise de décision, c'est les données de la science, mais c'est pas que des données de la science, en fait. clairement. Voilà. Non, c'est d'intégrer tout le reste, ouais. Ouais. OK. On peut passer aux résultats peut-être, du coup, pour Ouais, chaque étude. Donc pour les 3 études de Moosmayer, le résultat principal annoncé, c'est euh, des résultats statistiquement significatifs pour la majorité des outcomes, donc des critères de jugement, en faveur de la réparation tendineuse à toutes les échéances. Euh, ouais, donc, à nouveau, là, on parle disons que c'est un peu vague comme résultat, peut-être volontairement, je sais pas. C'est-à-dire que une étude, elle est calibrée pour répondre, une étude interventionnelle comme ça, elle est calibrée pour répondre à une question, à un critère de jugement. Et donc on calibre le nombre de personnes qu'on recrute pour répondre à ce critère de jugement-là. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle une DMCI, une différence minimale cliniquement pertinente. Et le critère de jugement principal pour cette étude, c'était le score de constant en intégral. Euh, à ma connaissance, sur les 2 premières études, le score de constant n'était pas statistiquement significatif. Il y en a d'autres. Je crois que c'était la douleur à court terme et l'EVA fonction qui était supérieur à court terme, mais ça se lissait. Je crois qu'à 1 an ou à 2 ans, ça se rejoignait entre les 2 groupes. Mais du coup, à ma connaissance, si je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne me rappelle plus à coup sûr, mais il me semble que euh, pour la première et la deuxième étude, il n'y avait pas de différence statistiquement significative. Pour la troisième étude, le suivi à 10 ans, c'est énorme d'avoir suivi des gens aussi longtemps, il y avait une différence statistiquement significative, mais qui n'était pas cliniquement pertinente. Et pour le coup, celle-là, je l'ai ressortie parce que je l'ai relue récemment. Et donc, en fait, ils ont calibré l'étude pour mettre en évidence une différence au score de constant de 12 points et la différence entre les 2 groupes qui est statistiquement significative. Donc, c'est sûr qu'il y a une différence entre les 2 groupes. En faveur de la chirurgie, elle est de 9,6. Donc, en gros, ce que mmh, ça veut dire, c'est que oui, il y a une différence de fonction entre les 2 groupes à 10 ans, mais cette différence, elle est trop faible pour être considérée cliniquement pertinente. Donc, l'interprétation qu'on peut faire de ce résultat pour Moosmayer, là, je suis pas sur le bon onglet, l'interprétation qu'on peut faire de Moosmayer, à mon sens, aujourd'hui, c'est oui, ça semble mieux, statistiquement, ça semble mieux le traitement chirurgical, mais la différence est trop faible pour qu'on puisse la considérer cliniquement pertinente. Alors, on va dire l'écart se creuse progressivement, mais pour l'instant, il se creuse très très faible à 10 ans. Donc, mmh, j'attends de voir Moosmayer 2026, euh, mais, euh, mais pour l'instant, à nouveau, pour moi, c'est pas si tranché que ça. Et la manière dont il présente le résultat, là, en disant pour la majorité des outcomes, oui, mais en fait, tu as calibré ton étude pour répondre aux critères de jugement principal, pas à tous les outcomes. ouais, Donc, ouais, pour limiter les risques d'erreurs statistiques liés aux inférences causales,
bah, en fait, tu calibres pour un critère de jugement principal avec sa variabilité et sa DMCI. Donc, Ouais, c'est peut-être pour mettre un peu de perspective, c'est comme si, si jamais on a une étude avec, un critère de jugement principal qui serait, l'échelle numérique, orale par exemple, votre douleur de 0 à 10, et que là, il y a un groupe, il est à, je sais pas, il y en a un, il est à 6 et l'autre, il est à 6,5, et on dit: «Ah et non, 6 c'est quand même vachement mieux que 6,5». Et du coup, c'est là où on pourrait dire aux patients: «Bon, est-ce que vous préférez vous faire opérer pour, avoir plus de chances d'être, une douleur à 6/10, ou pas vous faire opérer pour être à 6,5/10?» Je pense qu'il y a des patients qui nous regarderaient un peu bizarrement. c'est ça, Donc en gros, c'est un peu ça le c'est ça l'histoire l'idée, de cliniquement significatif, ouais. c'est ça. Ouais. Parce que c'est vrai que dit comme ça, 12 points sur le sport de constant, même si je le connais, tu vois, moi ça m'évoque pas, mais en gros, voilà, si on ramène à un truc qu'on connaît, Ouais, tous, ouais, et qu'un typiquement, ouais. patient peut comprendre plus facilement, Une échelle verbale voilà. simple de 0 à 10, du coup, c'est si tu en fait, l'idée, c'est que oui, ils ont réussi à bien démontrer qu'il y avait une différence entre les 2 groupes statistiquement, mais en fait, C'est cette ça, différence, elle est tellement faible que, en fait, cliniquement, c'est les mêmes personnes, quoi, dans les 2 groupes et on peut ouais, c'est pas ça. considérer qu'il y a une différence. Mais à nouveau, ces études-là, elles sont bien menées, bien conduites, enfin et peut-être qu'à la prochaine, ça devient cliniquement pertinent et dans ce cas-là, on pourra commencer à se dire: «OK, groundbreaking news, à partir de 15 ans, on observe une différence entre les 2 groupes», peut-être, sous réserve qu'il reste encore assez de patients dans la cohorte C'est ça. pour faire la comparaison. Mais Au niveau de l'attrition. Mais par contre, c'est quand même un truc important parce que c'est souvent en fait, c'est souvent un argument, en faveur de la chirurgie, le risque de si j'opère pas maintenant, ça risque, la déchirure risque de s'agrandir et après ce sera trop tard, ou si j'essaie d'intervenir, je pourrai plus, c'est ça. ou il faudra passer à une prothèse, et les prothèses, c'est quand même pas enfin pas ouf. Ouais, Hem Et c'est un peu ce truc-là où il y a cette menace-là, et une fois que cette menace-là, elle est posée auprès du patient, bah, nous, on peut pas, affirmer que c'est pas vrai. Tu ouais, vois, moi, des trucs que j'avais retenus avec mon billet de pro-kiné à l'époque, je pense que si je le relisais aujourd'hui, je le redirais peut-être différemment, mais sur Moosmayer, donc ça devait être le suivi à 5 ans là, il me semble que j'avais retenu que, si, en gros, il y avait très peu de patients pour qui la déchirure s'aggravait nettement sans que ce soit symptomatique ou un truc comme ça. Moi, j'avais retenu le fait que, bon, bah, tu as une déchirure, ça se passe bien avec la rééducation, tant que si tu re enfin, si tu ne refais pas d'épisodes symptomatiques, bah, il y a pas trop d'inquiétude sur, l'état de ta déchirure. Si tu en fais et que tu arrives à contrôler avec de la rééducation, il y a pas trop d'inquiétude non plus. Et donc tu vois, il y avait un petit peu ce discours de dire, bah, écoutez, tant qu'avec la rééducation on contrôle, on prend pas trop de risques vis-à-vis de la chirurgie, mais ce qui peut être déjà un peu plus utile, on va dire, sur le plan clinique, mais bon, mmh. peut-être aujourd'hui, peut-être mon souvenir est mauvais, peut-être Non, non, mais que j'avais c'est ça ça en remet en tête question. aussi. Je crois qu'ils en parlent après aussi du taux de rupture et de l'élargissement des ruptures, ils en reparlent dans la discussion. Mais Oui, c'est je trouve la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de preuves solides pour affirmer qu'à long terme, ça va aller moins bien si on n'opère pas. On n'a pas de preuve non plus que que la rééducation, sera fabuleuse et que ça va régler tous les problèmes du monde, c'est pas ça que je dis, mais c'est juste, on peut pas affirmer avec certitude que la chirurgie fait vraiment mieux et qu'il y a pas d'alternative et voilà. Donc moi, en tout cas, moi, c'est ce que j'en comprends aujourd'hui et pour avoir refait du coup une revue de littérature, rapidement là, dans les derniers jours sur les revues systématiques, en prévision de notre échange, moi, je vois pas là de preuves solides, fortes, à long terme qui dit: «Oui, vraiment, la chir, c'est mieux». Et même à court terme, toutes les études à court terme, on va le voir pour les 6 autres, c'est pas du tout, franc comme ça non plus, en fait. C'est pas du tout, du tout franc. Donc il y a pas de différence identifiée entre les 2 groupes. Donc ça le truc, c'est que mais je comprends, hein, enfin, dans notre culture, c'est mécanistique, quoi. C'est cassé, il faut réparer. Et c'est vrai qu'il y a de la rétraction, de la myotrophie graisseuse, mais que ce soit sur, l'arthrose à long terme ou la fonction à long terme, bah là, enfin, même Moosmayer du coup qui lui est un chiro-ortho, je sais plus où c'est, un pays nordique, bah, en fait, il trouve pas de différence fonctionnelle, en fait, mmh. à 10 ans. Ouais, ça me fait penser, tu sais, au discours de
Auparavant, c'était, croisée antérieure, faut opérer pour reprendre l'activité physique et puis si tu opères pas, tu risques de faire de l'arthrose et cetera Ouais, et il y a un truc que j'ai vu passer là, j'avais regardé, il y a quelque temps, sur des suivis à longs. En fait, ils se rendaient compte qu'il y a moins d'arthrose chez les gens, qui ont pas été opérés que chez les gens qui ont eu une plastie du croisé antérieur. OK, Tu excellent. vois? Le truc un peu contre-intuitif, alors après tu réfléchis à essayer de comprendre pourquoi, mais finalement les gens non opérés, a priori, avaient moins d'arthrose. Alors pareil, c'est en moyenne, on peut pas généraliser et cetera, mais par contre, par rapport à l'affirmation de départ, tu te dis: «Waouh» Ouais, et c'est chaud quoi, on se permet d'affirmer ça, ça entraîne des parcours, quand même, enfin non négligeables, des de dépenses temps aussi, des arrêts de travail, ouais, tu vois? Enfin, c'est bah, à clairement, l'échelle de la société, à l'échelle de l'individu, enfin, à plein d'échelles quoi, ouais, ouais, c'est complètement. fou. Beh, c'est toute la difficulté que j'ai aujourd'hui et c'est enfin, ce qui fait que c'est un sujet qui m'intéresse aussi, pour la thèse, là, hein. C'est vraiment que c'est pas si tranché que ça. En tout cas, on n'a rien aujourd'hui qui nous affirme à coup sûr ou même avec une très forte certitude, qu'il Oui. y a une différence avec toutes les limites qu'on peut poser sur la recherche. Même ça, on n'a pas une donnée, tranchée, tu vois? Et bon, Mmh. si on fait parce que je vois l'heure qui file aussi et il faut qu'on préserve, les capacités attentionnelles des auditeurs, mais grosso modo, pour toutes les autres études, enfin pas grosso modo, hein, les 3 études Kukkonen, aucune différence significative entre les 2 interventions à aucun moment du suivi. Lambers, aucune différence dans le score fonctionnel entre les groupes à 1 an. Et Ranebo, aucune différence significative des critères jugement cliniques entre les deux groupes à 1 an. Donc en fait, il y a Moosmeyer à 10 ans qui montre une différence statistiquement significative mais non cliniquement pertinente, donc ça veut dire une toute petite différence d'un point de vue qu'est-ce qu'on en fait en clinique et quel changement ça impacte, ça représente pour un patient ou une patiente. Et toutes les autres études de cette revue-là, qui représentent grosso modo toute la littérature de qualité sur le sujet, pas de différence. Donc, à nouveau, enfin, on reste dans une population coiffe dégénérative, potentiellement du coup post-traumatique, là, comme on voit notamment chez Moosmeyer et chez Ranebo. Bah, en fait, là, on n'a rien qui nous amène à. Enfin, on n'a pas de forte tendance vers il faut opérer. Et donc, à nouveau, enfin, j'ai hâte d'avoir plus d'informations là-dessus. Je discutais avec Jean-Sébastien Roy là le mois dernier dans le cadre de ma thèse et il avait évoqué, je crois que c'est la cohorte Moon, c'est J.E. Kuhn, je crois, hein, aux États-Unis. Donc pareil chez Ortho qui suit des cohortes et notamment de coiffe. Et a priori, ça a dû être présenté en congrès récemment. Mais il y a une nouvelle étude qui sort sur le sujet et je crois que si j'ai bien compris, qui va dans le même sens aussi. Donc enfin pour l'instant en tout cas, je crois pas qu'on ait de données robustes qui aillent dans le sens d'une différence forte en faveur de la chirurgie et même à des horizons temporels vraiment élevés. Euh, Mmh. donc voilà, globalement, c'est ça. Et donc effectivement, il y a des critères de jugement secondaires qui varient un petit peu entre les groupes. C'est ce qu'ils commentent dans leur onglet, enfin dans leur colonne commentaires sur les résultats. Mais on n'est jamais sur le critère de jugement principal. Donc en fait, c'est des éléments qui permettent de discuter, mais, euh, mais, euh, mais sur lesquels l'étude n'est pas calibrée pour répondre en ayant confiance dans les résultats. Donc on ne peut pas se fier à ça. Et à nouveau, on n'est pas non plus sur des différences majeures du tout. Euh, Mmh. donc Ouais, voilà. puis ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur le comment dire? Le biais méthodologique. Si on prend à l'échelle, on sait quel est le critère, qui doit être évalué. Après du coup, ben, on voit est-ce que et si jamais on voit qu'il y a un critère, secondaire qui semble différent, bah, là, il faut refaire une étude et recalibrer pour vraiment répondre à la question. C'est ça. On peut pas se dire: «Ah bah tiens, on a cherché ça» et ça arrive tellement souvent Ouais, que des critères, il y en ait je sais pas combien et que des petits P, il y en ait, 40. Bah, 40, à 0,05, il y en a statistiquement, il y en a au moins 2 qui doivent être différents, quoi. c'est Parce ça. C'est que, ça. voilà, si on fait des stats et donc si jamais il conclut que: «Ah bah tiens, on a repéré ça et ça», bah non, c'est juste, enfin, c'est juste des stats, en fait. C'est Et ça. s'il y en a un peu plus ou un peu moins, c'est C'est ça. enfin, En tout cas, on ne sait pas assez rigoureux statistiquement
pour qu'on puisse pas être sûr que c'est pas un artefact mathématique, statistique. Et c'est pour bien ça sûr. qu'on s'astreint à une méthodologie vraiment chiante, sinon on ferait plein de sciences beaucoup plus facilement. Mais le fait que ça coûte si cher et que ce soit si long et chiant, c'est justement parce que on est déjà en santé sur des choses qui sont pas faciles à mesurer, donc on met des critères, on va dire, un peu restrictifs. Euh, pour faire simple, il y a toujours évidemment de la nuance autour de ça, mais bon, sur le principe, en gros, étude interventionnelle, deux bras parallèles, on veut comparer, ben, on choisit un critère de jugement autour duquel on calibre l'étude pour répondre à la question par rapport à ce critère de jugement-là. Et, Ouais. et voilà. Donc a priori, là, l'ensemble des résultats nous amène quand même sur pas de différence entre, entre un traitement conservateur, rééducation, là on peut le dire, puisque c'était le cas pour tous les groupes contrôle, et une réparation chirurgicale de la coiffe, jusqu'à des horizons temporels de 10 ans. Ouais. Hum, Donc après, du coup, l'idée, c'est comment faire avec ça. bah, Je sais qu'assez souvent, il y a, bah, enfin après, c'est un peu ce que tu disais là, sur les recos. Alors, parfois en Grande-Bretagne, ils vont. Je sais pas si c'est un point de vue qu'on peut avoir nous par rapport à nos habitudes culturelles, mais parfois on peut se dire qu'ils vont un peu loin parce que les gens qui ont vraiment besoin enfin, tu vois, pour une épaule, pour pareil, pour les genoux, bah, pour un ménisque, qui seraient vraiment des candidats pertinents. Alors eux, c'est la croix et la bannière pour pouvoir avoir l'intervention. hum, Euh, et nous, on est à l'opposé. Donc, du coup, comment trouver un bon équilibre? C'est qu'une des suggestions de certains, c'est de se dire, bah, voilà, tenter la rééducation pendant une certaine période et s'il y a pas de changement significatif attendu au bout de cette période-là, beh, commencer à enclencher le process d'aller voir un peu plus loin. Et je sais pas toi quelle idée tu aurais pour cette question-là? bah, forcément, enfin, au Royaume-Uni, c'est pas fermé, c'est-à-dire que c'est première intention, première ligne de traitement et conservatrice, et ensuite on va discuter en l'absence de résultats satisfaisants. Et donc, Oui, c'est juste d'abord, on laisse une vraie chance au traitement conservateur. Donc, à mon oui, sens, déjà, ça, ce serait pas mal. Mais enfin, il y a plein de choses, c'est-à-dire un traitement conservateur bien conduit, dans lequel on fait pas électrochaud, massage, bouillotte, quoi. C'est c'est sûr. Donc, c'est c'est aussi ça. ça la difficulté. C'est vraisemblablement l'éducation semble être un point clé. Il y a la dernière étude de, c'était Marc-Olivier Dubé, je crois, le premier auteur, Jean-Sébastien Roy, peut-être François Desmeules au Canada, et peut-être Jérémy Lewis aussi, sur contrôle moteur, renforcement, éducation. Et ils mixent un panel des trois. Et je fais hyper courte, hein, mais en gros, pas de différence. Donc, l'éducation semble être un paramètre déterminant de ce qu'on fait. Peut-être parce que si on explique aux gens comment ils doivent bouger, qu'est-ce qui, enfin, je sais pas, à quantifier leur charge mécanique, à se gérer dans leurs activités fonctionnelles jusqu'à ce que, entre guillemets, ils se soient remis en charge dans la vie quotidienne, bah, peut-être que pour la majorité, ça va suffire. Et puis pour les Mmh. quelques pourcents qui auront besoin d'un truc hyper précis, hyper spécifique, et ben peut-être ceux-là, ils bénéficieront aussi d'un accompagnement en première intention rééducatif en disant, bah, ok, je vois que tu as un déficit spécifiquement sur les rotateurs latéraux, donc on va faire du renforcement de ta coiffe postérieure, analytique, puis fonctionnel, etc., etc. Ouais, Mais et du contrôle ouais. neuromusculaire. Mais donc je sais pas. En fait, faut se baser sur enfin, le mieux qu'on ait, à savoir, bah, pour faire simple, hein, l'éducation, du travail actif de renfo et de contrôle centré sur les dysfonctions et prendre en compte tout le contexte psychosocial pour faire une prise en charge centrée patient et pas centrée maladie ou dysfonction, quoi. Ouais, Mais ouais. bon, pareil, j'ai Bah, tu vois, l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça, c'est pas hyper ni novateur, ni intéressant, ni révolutionnaire. ouais, mais bon, si ça revient, c'est que c'est pertinent aussi et ça peut peut-être nous pousser aussi à lâcher certaines choses. Moi, je suis le premier à penser que ça à penser et puis voilà, c'est une croyance et je l'assume, qu'il y a certains patients, quand on leur fait des choses spécifiques, la trajectoire elle change Hmm, et je suis aussi, le premier à penser que, tu vois, quand tu écoutes des personnes comme Jeremy Lewis, comme, même Joe Gibson et tout ça, enfin mais Jeremy Lewis qui est dans beaucoup, beaucoup de publications, qui brasse beaucoup de science et cetera, souvent lui, il veut mettre en avant, la santé générale des personnes, enfin moi j'appelle ça comme ça et quelque part, tu vois, il y a cette dimension-là aussi. Est-ce que le fait
d'améliorer la santé générale de la personne, d'améliorer la capacité de son corps à guérir. Enfin, tu vois? Est-ce que déjà ça et ça c'est un paramètre, tu vois? La qualité du sommeil, le moral des patients, parce que quand ça va pas, notre système immunitaire, notre système de enfin, on guérit moins bien Mmh. et ça, c'est quelque chose qui est bien établi, tu vois? Le niveau d'activité physique, enfin, toutes ces choses-là, on a un rôle à jouer et tu vois, après, c'est voilà, ça peut paraître bateau, ça peut paraître pas assez spécifique par rapport à toutes les compétences qu'on va acquérir, non très précises et Ouais. cetera. Mais cette dimension-là, en fait, quand tu regardes dans plein de domaines de la santé, elle revient tellement souvent et quelque part, à force de balancer plein de trucs, enfin, souvent, c'est les points communs qui sont intéressants et Ouais. donc tu vois et cette dimension-là, c'est pas que des facteurs, psychosociaux, c'est des facteurs de santé générale et quel rôle on peut avoir là-dedans? Tout en, gérant le comment dire? Les attentes des patients par rapport à ce qu'un kiné peut délivrer, tu vois? Hem, Comment on gère tout ça? Et je pense que, pour arriver à shifter vraiment vers une pratique, sur ce genre de modèle-là, il faut que nous, en tant que professionnels, on puisse avoir des comment dire? Bah, des convictions suffisamment fortes parce que c'est un gros changement Ouais. et et c'est là où, bah, la science doit nous les amener aussi, renforcer ça et cetera. Mais c'est tellement enfin, en s'intéressant à la science dans d'autres domaines, on voit l'importance que ça a, notamment en psychologie, enfin, c'est un délire, quoi, c'est un Mmh. délire. L'activité physique, c'est le meilleur des médicaments qu'on ait, enfin, c'est tu vois? Est-ce qu'on ne traite pas des gens juste qui sont pas, qui sont dans des contextes, de normalement en très bonne santé et bah, ils seraient peut-être fait un peu mal, mais ça aurait guéri, quoi, ou ça Mmh. serait passé. Et du coup, est-ce que ce sont pas ces facteurs-là? Et puis après, oui, ça crée des déficiences, des déficits ou des enfin, chacun appellera comme il veut et Ouais. du coup, après, bah, c'est nécessaire de l'adresser. Mais voilà, donc tout ça pour dire que souvent, on essaye de simplifier la discussion parce qu'à un moment, il faut prendre une décision et à côté de ça, il faut pas perdre de vue la complexité et dans l'épisode que j'ai enregistré ce matin avec Clément Noël, je pense que, je sortirai après celui-ci là. On parle justement heu, patient centeredness, donc vraiment le centré patient, le soin, l'approche centrée patient. C'est, une méta-analyse d'une scoping review et donc il y a un nombre de thèmes, de critères qui est assez Hallucinant. énorme. Ouais, mais donc du coup, si on n'embrasse pas cette complexité, heu, je pense qu'on peut se retrouver avec des trucs où, tu vois, là, ce qui est vraiment dommage dans ces contextes-là, c'est que parfois on se retrouve, à avoir des espèces de débats et de bagarres entre, les chirurgiens et les rééducateurs, où chacun, veut prendre le dessus parce que si, parce que ça, mon telle étude, mon expérience, machin bidule. C'est un peu dommage, je pense en faisant ensemble, en allant voir, on pourrait tellement plus comprendre et tellement mais bon après, voilà, ça c'est Bah, il y a un ouais. ouais, enfin, le débat est sociétal et pas juste scientifique, hein, mais il est aussi politique parce que, bah, il y a quand même aussi, des enjeux corporatistes, quoi, qui sont présents, enfin, on va pas le négliger. À l'échelle Mmh. individuelle, c'est aussi, une culture et du coup, on est, nous, centrés sur le fait qu'on redonne de la fonction au service de participation, et j'ai l'impression, à ma connaissance, que le paradigme chirurgical, chez ortho notamment, c'est quand même beaucoup: je restaure la continuité mécanique, enfin structurelle, pour redonner des capacités, des propriétés mécaniques, et que sans cette continuité, il y aura pas. Et bah, il y a du débat là-dessus aussi, et juste ces 2 paradigmes un peu différents qui se rencontrent, et parfois c'est enfin, pas avec un accord total. Maintenant, du coup, c'est peut-être pas dichotomique, c'est peut-être pas l'un sans l'autre. Euh, Si la question c'est demain, je suis face à, j'ai un patient qui m'est envoyé par son medg, le patient n'a jamais vu de chez ortho, c'est une rupture, on va dire non traumatique pour faire au plus simple, hein, mais une rupture non traumatique de coiffe. Euh, Bah en fait, je, on- peut-être je me dis, on se laisse une vraie chance, en fait, même si la personne est jeune, même si
enfin, j'allais dire la taille de la rupture est importante, peut-être je me laisse quand même enfin, jeune. Les non traumatiques arrivent souvent pas très jeunes, hein, c'est rarement avant 50 ans quand même. Mais du coup, est-ce que je me laisse pas une vraie chance quand même d'abord? Et si vraiment tout va super bien et que c'est asymptomatique au bout de 12 ou 24 semaines de rééducation, bah, peut-être que je on n'orientera pas cette personne vers, la chirurgie. Si c'est pas le cas, si ça n'avance pas, si nos marqueurs de progression stagnent, peut-être que là, c'est une autre discussion à avoir, et à nouveau, centrée autour du patient, pas centrée autour du médecin. Bien sûr, bien sûr. C'est ouais. Mais c'est vrai que c'est tu vois, moi, ce que je me dis là, c'est que, tant qu'on n'arrivera pas à avoir, comment dire? À plus partager, je pense, entre professions, je pense qu'il y aura des caps qu'on n'arrivera pas à franchir. Et tu vois, il y a un truc qui est bête, c'est que moi, je me suis déjà dit plusieurs fois, tu vois, notamment des personnes gênées au niveau de l'épaule et puis tu fais des interventions, en faisant des mouvements du cou, des mouvements, du tronc et cetera et ça améliore la fonction de l'épaule, ce qui a du sens, hein, la scapula, enfin, elle est reliée à tout ça donc et elle participe enfin, il y a un besoin et donc du coup, moi, je me dis parfois, il y a certaines personnes, certains chirurgiens, si jamais pour leur faire envisager ce que moi je peux voir en séance, il faudrait que je les prenne, je les attache à une chaise, je les bâillonne pour pas qu'ils parlent et qu'ils passent une journée à me voir faire des choses avec des patients parce que tant qu'ils l'auront pas vu, ils peuvent même pas envisager que c'est possible. Mais et donc du coup, mais ça, c'est une façon de voir que dans un sens. Tu vois? Moi, j'ai mon point de vue et tu as envie de l'imposer à l'autre et cetera et beh, il y a des chances que, moi, si j'allais au bloc ou si j'en sais rien, ou si je faisais assister à des consultations, je verrais des choses, je me dirais: «Bah, ouais, mais ça, je m'en rendais pas compte» et tu vois? Je me dis: «Tant Ouais, qu'il y a pas ce niveau d'échange-là, bah, on est sur le risque» comme tu dis, de corporatisme et je suis peut-être utopique là-dedans et il y a des gens, ça va pas leur plaire, j'en sais rien, peu importe, c'est mon opinion et chacun a le droit d'avoir la sienne, je dis pas que j'ai raison, c'est juste là où j'en suis, aujourd'hui mais le fait d'avoir vu, avec des médecins, les ceux avec qui je bosse, la première chose que j'ai fait, j'ai passé une demi-journée de consulte avec eux, mais j'ai réalisé des trucs que j'aurais jamais imaginé, en fait. ouais, clairement. Jamais et c'est des choses, si je discute avec un médecin, ils vont même pas penser à me le dire tellement c'est évident pour eux, en fait et donc du coup, voilà, donc c'est tu vois, c'est ça qui me donc je te remercie du coup pour le sujet parce que moi ça fait un petit moment je me disais, j'en ai marre de cette histoire, chirurgie, kiné ou machin bidule et elle est où la réponse et faut que je refasse le tour de la littérature et cetera. Je trouverai jamais le temps de le faire. Donc là, beh, ça a permis de faire un point avec quelque Mmh. chose de récent et cetera. Donc je te remercie pour ça. Mais tu vois, voilà, c'est comment aller plus loin et on est dans une position où, entre guillemets, «on n'a pas l'avantage» parce que la prérogative, on a plus l'impression qu'elle est, pour les médecins, les Mmh. chirurgiens, ça passe par eux, ils décident machin. Et donc du coup, qu'on soit dans une position à essayer de voir défendre notre beefsteak et de tirer plus dans notre sens parce qu'on a l'impression que c'est trop dans notre sens, moi ça je le comprends. Maintenant, le problème, c'est que dans ce type d'interaction-là, tu crées un gagnant et même si tu crées un gagnant, tu crées un perdant et tu peux pas enfin, tu peux pas être dans la collaboration, tu peux pas tu vois, la pratique centrée sur le patient où tous les professionnels sont censés collaborer, fonctionner ensemble, s'il y en a un qui gagne, un qui perd, ça marche pas, en fait. Ouais. Donc enfin bon, bref, là, c'est peut-être un peu je vais peut-être un peu trop loin, Mais mais du coup, à nouveau, enfin, c'est ça, non, je suis d'accord avec toi. Le centré patient, en fait, c'est peut-être le truc qui va recentrer le débat. C'est en fait, si le patient il dit, «Moi, je veux me faire opérer et je ferai pas vos exercices», ben en fait, à nouveau, peut-être que même si à la rigueur, il y avait pas d'efficacité spécifique pour lui à la chirurgie, en fait, c'est peut-être le traitement qu'il lui faut. Le débat, du coup, en tout cas, thérapeutique, clinique, il prend en compte, aussi les attentes et parfois ces attentes, ça va être de ne pas faire, de pas toucher à un exercice de rééduc. Ben OK, bah, oui, OK, ça fait partie du jeu. L'autre question que ça soulève, c'est est-ce que en tant que société, on a envie de payer pour potentiellement certaines interventions pour lesquelles on n'attend aucune efficacité spécifique? La c'est décompression vrai. sous-acromiale, pour le conflit sous-acromial, je mets des gros guillemets, hein, Oui, une oui. entité, clinique, probablement inexistante, ou très discutable, on va dire. Et ben, en fait, est-ce qu'on continue d'en proposer aux patients qui attendent alors que là, on a du randomisé contrôlé contre placebo qui montre que pas mieux qu'une arthroscopie diagnostique? C'est ça Est-ce et qu'on tu paye vois? pour ça en tant que groupe? Donc, il y a enfin,
sans nul doute, individuellement face à une personne qui dit: «Moi, en fait, je peux pas faire de rééducation, on a mon épaule, elle va tomber. On avait fait une étude quali là avec une étudiante de master l'an dernier sur justement des personnes qui souffrent de pathologie de coefton traumatique et les verbatim, c'est mon épaule, mon bras ne tient qu'à un fil. C'est ça qu'ils ont Ouais, retenu de leurs échanges. Ces personnes-là, enfin, pauvre. pour les faire accrocher à la rééducation, il va falloir sortir plus que des rames là. Ouais, ouais, Donc, à nouveau, peut-être que pour ces personnes-là, bah, c'est pas ça qui est indiqué et c'est OK, en fait. On peut peut-être accepter ouais. qu'il y a des solutions, un peu plus individualisées, mais peut-être que la solution de base, faut pas que ce soit non plus, hyper, interventionniste et enfin chirurgical, quoi, clairement. C'est juste ça, c'est qu'il y a Tous les de la risques. place pour, tout dans le débat et à nouveau, je dis pas Ouais, tous que les risques que ça comporte. Ouais, ouais. Et tu vois, là, par rapport à ces histoires de placebo, il y a la notion de je suis conscient du temps, il va falloir que je te libère, mais il y a la notion de, tu vois, si on dit que chirurgie placebo, ça fait pareil que chirurgie, administrée, on va dire, bah, après, il faut qu'on arrive à être aussi bon que le placebo chirurgical. ouais, Comment on fait pour être aussi fort au niveau placebo qu'une chirurgie placebo? Il y a ça aussi. C'est facile de dire, mais il y a un vrai effet placebo. Donc, comment on fait pour avoir un placebo aussi fort? ouais. Et c'est peut-être possible, mais il faut le démontrer parce que moi je sais pas si ça a été démontré. Il faut se sortir de, Ouais. enfin, ouais, des Bah, moyens, on va dire. il y a pour le coup, j'ai un collègue, à Grenoble là, qui bosse sur le placebo, qui a Oui, fait sa thèse là-dessus, donc peut-être enfin, moi je pense pas être le plus compétent pour discuter là-dessus, mais de ce que j'en sais en chiro-ortho, il y a Ian Harris qui est un chiro-ortho, rachi, je crois, australien, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Surgery: The Ultimate Placebo, donc chirurgie, le placebo ultime et vraisemblablement, il y a plein d'ingrédients dans la chirurgie, même placebo, qui font que en fait, ça va être super efficace parce que ça coûte cher, ça fait mal, il y a tout un tas d'éléments contextuels, plus des attentes qui font partie des plus forts déterminants de la réponse au placebo, si j'ai bien compris, mes échanges ouais, avec ce collègue. Bah, du coup, c'est en fait, c'est probablement que, bah, la chirurgie intrinsèquement, qu'elle soit, placebo ou avec une volonté, une intention d'efficacité spécifique, apporte des choses qui sont apportées aussi bien par rien d'autre. Maintenant, à nouveau, on revient sur est-ce qu'on a envie de payer pour ça, ce prix-là? Est-ce qu'on c'est peut ça, peut-être faire la deuxième meilleure alternative, mais qui coûte 3 000 € de moins, tu vois? c'est C'est ça. tout le débat. Est-ce est-ce qu'on choisit de dépenser, quitte à dépenser pour rien pour pas mal de gens et que les quelques personnes à qui ça fait une différence, bah, ils en bénéficient? Ou est-ce qu'on Mmh. choisit de dépenser moins, mais que ceux qui en avaient vraiment besoin, beh, ils puissent pas y accéder? Et c'est là où ces histoires d'y aller par étapes, ça semble avoir du sens, en fait. De se dire, on Ouais, commence par ça et ceux pour qui ça suffit pas, on va un petit peu plus loin ouais, c'est ça. et On rajoute et on rajoute et on rajoute et on fait à la rigueur, on fait monter les coûts, avec enfin, on rejoint là des questions médico-économiques. Je pense que c'est un des sujets de ma thèse, là, mais c'est se dire: «OK, quelle différence clinique par euro investi ou par dizaines de milliers d'euros investis?» ouais, Et en fait, c'est un peu ça toute la question, c'est quoi le ratio qu'on est prêt à accepter d'euros supplémentaires investis pour un bénéfice clinique, c'est ça. d'une certaine valeur? Et on essaie de comparer, c'est le sujet de la première étude là dans ma thèse, qui va démarrer sous peu j'espère, c'est de faire ça, de faire de la comparaison médico-économique et de se dire: «Bah, OK, ce parcours-là, on a investi tant de milliers d'euros, celui-là tant de milliers d'euros, on a fait telle et telles interventions, heu, quel est le résultat entre les 2 à la fin?» Si le résultat c'est le même, mais qu'il y en a un où on a fait 12 000 images en plus, une intervention chirurgicale en plus, et 6 mois d'arrêt de travail. Est-ce qu'en fait, au total, pour un résultat clinique qui est le même ou peut-être même s'il est un petit peu inférieur comme, le propose Nussmeier, beh, peut-être même que ce légèrement inférieur par rapport aux je sais pas combien de milliers d'euros d'écart parce qu'en fait l'étude n'est pas encore menée, en France, hein, mais bah, potentiellement, est-ce qu'on a envie de faire cet investissement-là dans nos politiques de santé publique? Ouais, ouais. Après, tu sais, moi, ça me fait penser au, je sais pas, tu un patient qui vient te voir avec, il a mal au dos, il a mal à la jambe et tu sais, bah, c'est ce parcours-là de dire, d'abord antalgique, après rééducation, après infiltration, après chirurgie et moi, parfois, ça m'agace parce que tu as des gens où, juste, non, prends vraiment le temps de faire de la rééducation et tu auras pas besoin d'aller, à la case d'après
et tu as des gens, tu aurais aimé que leur éducation soit avant, parce que moi je suis éducateur, donc je pense aussi à ça, mais tu as des gens, ce serait bien qu'ils se fassent opérer vite là. Ou tu as des gens, ce serait bien Mmh. qu'ils aient leur infiltration maintenant pour qu'on puisse avancer et qu'on arrête d'attendre les différentes Ouais, étapes. Donc c'est là où après, c'est avec ouais, les données, et là c'est sans doute un manque de données. C'est comment est-ce qu'on peut, mieux, comment dire? Je veux dire catégoriser les patients, mieux les identifier, des sous-groupes pour dire: «Là, lui il fait partie de ce groupe-là, on va pas lui faire perdre de temps et lui on va pas lui faire attendre de la chirurgie parce que si on attend trop, il y a peut-être une perte de chance». Mais ce qui est difficile, c'est qu'encore une fois, s'ils sont très peu nombreux ces gens-là, bah, ça rend le la détection ouais, vachement dure, en fait. Ouais et bah, c'est ça. bref, bon, mais ça, on n'a pas Après, encore. Ouais. on a la ouais, c'est ça et on a entre guillemets «la chance» en France, c'est on a un système, qui laisse pas mal de liberté aux professionnels de santé sur le choix de ce que c'est qu'il veut ou qu'il pense Oui, bien de faire pour le patient ou la patiente. Et donc du coup, là, au Royaume-Uni, en fait, ils rembourseront pas, le NHS ne remboursera pas la prise en charge chirurgicale si tu as pas fait, je sais pas, pour ouais, les arthroplasties, si tu as pas fait 9 mois de rééducation, continue, ils te remboursent pas l'arthroplastie. Donc du coup, personne fait d'arthroplastie avant d'avoir testé vraiment la rééducation. En France, oui, en fait, c'est ton parcours, il y a des recommandations pour essayer de te guider pour essayer de guider les médecins, en l'occurrence principalement, hein, dans l'orientation des parcours, parce que c'est les coordonnateurs. Mais guider, ça veut pas dire, si le médecin, à 3 semaines, il dit: «Non, mais là, c'est une indication chirurgicale maintenant», il peut envoyer chez le chirurto maintenant et le chirurto peut faire une chirurgie 2 semaines plus tard s'il a un créneau et qu'il a envie. Donc on a quand même cette liberté-là qui fait que même si la science nous dit des choses, on peut aussi, et les référentiels nous disent des choses, enfin le médecin en l'occurrence peut aller, ailleurs ouais. quoi, Ah bah, pour quelque ça, il faut chose avoir les d'autre. bons repères, par contre. Il faut avoir les Eh bons ouais, c'est critères ça pour la prendre ces difficulté. décisions-là. Ouais, c'est chaud. C'est la OK. difficulté, c'est la grande difficulté. Bon, ouais, ouais, mais c'est intéressant, on a fini avec, des ouvertures vers plein de questions, comme un bon article. Ouais, Et ouais, OK, bah, écoute, il Thomas, y a ouais, plein je suis conscient de du temps et de l'heure. Je sais pas si, il y avait d'autres choses que tu avais envie de dire à propos de l'article? non, enfin, il y a plein de petites choses dans la discussion sur, les récidives de rupture qui étaient comprises entre, 19 à 24 mois non, pardon, 19 à 1 an et qui montent, chez Lambers jusqu'à 56, donc un patient sur 2 quand même, qui a une récidive de rupture dans l'étude de Lambers. Ça rejoint un peu ce que j'ai en tête pour l'étude UCUF de Andrew Carr là, où ils avaient je crois 42 de récidive de rupture à 1 an. Donc il peut y avoir quand même beaucoup de récidives qui sont pas Ouais, forcément symptomatiques. Hem, la progression de la taille de la lésion, effectivement la lésion augmente un peu en taille dans le groupe conservateur, mais chez Kukkonen, c'était pas plus de 5 millimètres à 2 ans. Donc c'est pas forcément énorme. Et après, il y a des petits points de discussion, mais qu'on a déjà évoqués sur l'éthique, sur la DMCI. Donc a priori, il n'y a pas de résultat statistiquement significatif ou pour celui qui l'est, pas cliniquement pertinent. Enfin bref, donc voilà, des petites choses dans la discussion, mais rien qui mérite forcément qu'on y passe beaucoup, beaucoup plus de temps. Enfin, allez ouais, puis consulter qui l'article si vous voulez. J'imagine que c'est tu mets ça. la référence en description. Oui, oui. Ouais, il y aura rien qui va remettre en cause à tout ce qu'on a dit ou qui va changer, révolutionner, Non, je ce crois qu'on pas. a Enfin, dit, en tout ouais. cas, j'ai pas vu Est-ce d'éléments qui que allaient, qui tapaient. non, après un petit rappel de se méfier de pas dire que des parties d'articles parce que là, si on lit les résultats ou si on lit la discussion, ben, on a l'impression de pas avoir la même version et c'est pas les mêmes auteurs. Où ils mettent C'est vrai, certaines affirmations de façon plus ou moins tranchée en fonction de l'endroit de l'article, hein. Ça peut être assez piégeux si on lit que les ouais, résultats, par exemple. Mais bon, ça, complètement. ça arrive de temps en Bah, temps. c'est pour ça que dans la partie résultats, on a digressé notamment sur la DMCI, le constant, et cetera. C'est quelque chose qui était présent ça dans la discussion et effectivement, disons qu'en connaissant pas l'étude Princeps, c'était enfin sans la discussion, il aurait manqué un morceau, quoi. Ouais, ouais, ça aurait été un peu chaud. OK. Et bah, écoute, merci Thomas, merci pour ton temps. Là, je sais pas si tu avais envie de parler d'un truc que tu fais en ce moment ou promouvoir un projet que tu connais? Ouais, bah,
Volontiers, je pense il y a un projet, c'est le premier projet de ma thèse là que j'évoquais, et donc l'idée de ce projet, il s'appelle Banshee, du coup, il a une page dédiée sur le site du labo TIMSE à Grenoble, si tu veux. Enfin, éventuellement, je peux te passer le lien pour le mettre en Oui, pour description, lire, mais ouais. c'est une étude observationnelle, prospective. On est en attente du retour du comité d'éthique qui devait se tenir aujourd'hui, donc peut-être un retour favorable aujourd'hui. Et donc en fait, c'est une étude observationnelle à l'échelle nationale qui sera uniquement à distance, dans laquelle on veut suivre des patients pendant un an pour voir des personnes avec des pathologies non traumatiques de la coiffe, et du coup voir comment ils évoluent pendant leur année et quelles sont les dépenses associées pour justement avoir un suivi observationnel, voir quels sont les différents parcours et voir notamment si les dernières recos de la HAS ont changé un petit peu la manière dont les médecins prescrivent les différents parcours. Euh, et faire une évaluation médico-économique adossée à cette étude pour se voir s'il y a un parcours peut-être qui est plus efficient économiquement, c'est-à-dire qui arrive au même résultat et qui coûte moins cher, ou qui coûte plus cher mais qui est vraiment mieux, ou enfin bref, toutes ces évaluations-là. Et donc ouais, il y a ce projet-là Banshee, on a besoin de recruter 250 personnes, donc c'est un gros morceau. Et Ouais. donc, si les auditeurs ou auditrices, enfin, si je suis en phase de lancement de la communication sur le projet, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller sur le site. Je vais communiquer dessus dans les prochaines semaines, mais en tout cas, ouais, si il y a des personnes qui veulent soutenir et favoriser la diffusion auprès des médecins, des kinés et de leurs patients, je suis tout à fait, euh, comment on dit, grateful. Ouais, preneur, ouais, ouais, reconnaissant peut-être. Je pense que c'est Reconnaissant, voilà, c'est ça. Je serais reconnaissant. infiniment reconnaissant de, du soutien pour ce projet-là, qui sera un gros morceau de ma thèse, très probablement. Bah, t'hésiteras pas à me dire quand tu communiqueras, que je puisse relayer aussi, et puis on verra aussi avec l'agence pour relayer tout ça. Et si les gens ils ont besoin, enfin, s'ils veulent t'aider là-dessus, ils te contactent comment là? Euh, je pense le plus simple, ça peut être sur mon adresse mail universitaire, Ouais, thomas.latière@univ-grenoble-alpes.fr. Et peut-être, enfin, si vous tapez Thomas Latière UGA, normalement vous devez trouver mon adresse mail, je pense. ok. Et Bon, puis je je t'essaierai de te, le je te mettre en donnerai le description lien aussi. vers la page. Ouais, Ouais, je te mettrai le lien sinon vers la page de l'étude, qui du coup pourra réorienter sans difficulté vers les bonnes personnes ressources. Mais merci beaucoup en tout cas parfait. de m'avoir permis de communiquer là-dessus. Puis, Ouais, avec plaisir. merci à vous, si vous voulez bien filer un coup de pouce là-dessus, ce serait avec grand plaisir. Ouais, non, non, on aime bien faire ça, ne t'inquiète. T'hésites pas, tu nous diras. Et puis ouais, bah n'hésitez pas à envoyer des mails à Thomas, il y en a pas beaucoup, il s'ennuie parfois, donc Pas plus de 100 par jour. OK, bon, bah, écoute, merci beaucoup. Désolé à ta collègue, qui doit être en train de t'attendre. Hem, je te Ouais, remercie et c'est puis je te possible, dis ouais. On a une à soutenance bientôt. de thèse là. Ouais. Ouais, À bientôt. Merci beaucoup, Guillaume. À salut bientôt. Thomas.